Go. Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau podcast blenderlaunch.fr. Nous sommes avec Ronan, Rémi, Romain et Pierre Armand. Et donc sur ce podcast, nous allons parler de plein de choses. Donc dans un premier temps, je pense qu'on va parler de la nouvelle vidéo d'Andrew là et de son interface qui défoule les passions. Donc on a vu un truc qui ressemble un peu à Word. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Donc donnez-nous votre avis les gars. Ok, bon, bah, je vais commencer alors. Je pense que, au niveau d'interface qu'il a faite, déjà je trouve que l'initiative est top, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que l'initiative elle est sympa. C'est chouette de se dire, bon, on va essayer de corriger les petits soucis qui font que Blender est moins apprécié sur certains points. Et il y a plein de trucs qu'il a dit dont je suis pas forcément super pour, et il y a certains autres trucs où je suis totalement pour, comme par exemple le clic droit. Il a parlé du clic droit, il a dit que ça devait qu'on devrait mettre le clic gauche comme étant la sélection principale et le clic droit comme étant un menu déroulant en fait. Ça je suis assez pour parce que c'est des habitudes d'ergonomie qu'on retrouve dans plein d'autres softs en fait. Et je pense que pour les nouveaux venus sur Blender, et même ceux qui viennent d'autres softs et viennent sur Blender, ça pourrait être quelque chose d'assez chouette. Je suis aussi d'accord pour ce qu'il a dit sur sa vidéo concernant le fait d'enlever la petite partie Python, enfin au moins de mettre une case à cocher pour dire oui ou non sur la partie Python. Mais sinon, au niveau du design de l'interface qu'il a faite, je trouve qu'en fait ça ressemble beaucoup au Graphic Modeling Tool de Max. Ça fait assez Word aussi dans l'esprit, la dernière version, là, avec les tabs en haut. Et je trouve que c'est un peu dommage de perdre l'ergonomie qu'on a sur Blender, qui, une fois qu'on la connaît, est relativement facile enfin, relativement puissante. Je dirais le fait de pouvoir désancrer une fenêtre, un éditeur, et de pouvoir le mettre sur un autre écran, et qu'un éditeur, enfin un panel, il ait tous les éditeurs possibles, donc une vue 3D, des UV, etc. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir se customiser son interface comme ça, et j'ai pas l'impression qu'il en ait beaucoup parlé, et j'ai pas l'impression qu'avec son ergonomie, enfin sa nouvelle UI, ça va être bien faisable. Voilà. Je te rejoins au niveau sur l'avis de l'aspect graphique toolbar. Parce que ce qui me dérange dans son approche, c'est qu'actuellement, maintenant, on travaille tous sur des écrans larges et sa grande barre horizontale qui évite les scrolling, ça c'est vrai, avec tous ces onglets, je dirais qu'il y en a un peu trop aussi, mais ça bouffe énormément d'espace de travail vertical. Et déjà, je trouve qu'on pourrait en avoir, on en a déjà suffisamment avec l'interface actuelle. Là, il réduit cette partie de l'écran et ça va obliger d'avoir des écrans au moins Full HD pour travailler correctement sans se sentir serré dans son interface, alors qu'à la base, il voulait augmenter l'espace de travail du viewport. Je pense pas que ça va empêcher de faire continuellement des contrôles espace pour agrandir son espace de travail, quoi. Et puis il y a aussi beaucoup d'icônes que je sais pas où ils vont être en fait, et on va toujours y accéder par des menus flottants et des shortcuts au final. Donc, Là où il semble vouloir éviter d'avoir des panneaux latéraux, des menus pour éviter le scrolling, j'ai l'impression qu'on va constamment passer d'une table à l'autre et ça va être la course au clic. J'ai l'impression qu'on va multiplier par 3 ou 4 le nombre de clics qu'on va faire, alors que lui, il essayait apparemment de vouloir les réduire sur certaines actions. Il a pu le montrer avec le menu contextuel. Mais je sais que en utilisant Blender, je passe souvent, par exemple, d'une partie de Blender à une autre, selon ce que j'obtiens en résultat. Et je vais faire que ça, quoi, de passer d'une table à l'autre, comme je le fais dans mes Chia Studio Pro, qui utilise aussi le système des tabs. Et à l'usage, je sais que c'est pas particulièrement agréable parce que ça génère du clic en continu, quoi. Bah ça dépend parce que comment dire, comme il disait, si ta table elle s'affiche en fonction de ce que tu fais, t'as pas besoin de changer de table, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc si c'est automatique, au final tu gagnerais bien plus de temps. Moi ce que j'ai bien aimé sur son interface, mais ce qui est aussi ce qui est aussi faisable sur le Blender tel quel, c'est comment dire qu'il a automatisé certaines choses et je trouvais ça plutôt sympathique. après, il faut pas que ça devienne non plus quelque chose de super easy et qu'on passe du temps à chercher
à tout paramétrer. Parce qu'après, on va se retrouver avec un outil qui est quand même destiné à des créatifs et à le but du jeu, c'est de faire de l'art aussi au final sur pas mal de points. Et on va se retrouver avec un feeling Blender si tout est déjà automatisé. Parce que si tu as des cheveux, par exemple, si tu as un bouton pour générer des cheveux magnifiques, comme déjà il y a un add-on comme ça, mais bon, on peut le paramétrer assez facilement. Mais si tu vas te retrouver avec plein d'œuvres qui ressemblent à peu près toutes les mêmes Non, choses. je pense pas, mais son idée là pour. Comment dire, quand tu crées un mix qui te crée un diffuse avec un glossy, et où quand tu ajoutes une image qui va te modifier l'image pour en faire une bump, pourquoi pas une normale et avec une spécu, ça je pense que c'est une bonne idée. Ça je suis d'accord avec toi aussi. Mais à la limite, c'est faisable aussi dans l'interface actuelle. Ah ouais, non mais de toute façon, tout ce qu'il a montré est faisable dans l'interface actuelle, hein. C'est juste qu'il a voulu faire une interface différente. À mon avis, l'interface de Blender ne changera pas, faut pas rêver. Tout le monde est là à dire ouais, j'adore. D'ailleurs, au niveau des gemmes, il y a 2119 gemmes pour 49 j'aime pas. Donc on voit quand même qu'il y a un nombre de personnes qui aimeraient bien. Mais concrètement, je vois pas la Blender Foundation s'amuser à changer toute l'interface de Blender, alors qu'il n'y a pas grand chose à faire pour avoir la même chose, mais sans travailler autant sur une nouvelle interface, quoi. Je pense que l'ergonomie de Max, en fait, parce que c'est un peu l'ergonomie de Max au final ce qu'il propose, je pense. Je pense que c'est un peu dommage d'intégrer l'ergonomie de Max dans Blender, parce que c'est pas la même philosophie en fait. Parce que dans Max, tu fais essentiellement principalement de la modée, du rig, de la texture. Dans Blender, tu fais aussi du motion tracking, du tracking vidéo, pardon, tu fais aussi de l'édition vidéo, tu fais du sculpt, etc. Et je pense pas que ça soit forcément super adapté pour... C'est pour ça que je dis que l'interface ne changera pas, hein, faut pas se leurrer, c'est clair et net. C'est juste que, bon, là c'est un mock-up, ça fait plaisir. Mais il y aura... De ce qu'il a montré, je pense qu'il y a des choses à prendre. Et de toute façon, ils étaient indiqués en fait sur le doc G-Drive d'un mec là qui a fait son mock-up, et tout le monde discute, ajoute des trucs, etc. Je pense que la Blender Foundation, elle a tout intérêt à prendre tout ce qui est dit et tout ce qui est bien dit et de mettre ça dans Blender pour booster le truc. Mais au niveau de l'interface, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, sur le menu T, par exemple, le menu T, on a vu, ils sont en train de bosser sur une nouvelle version où on pourra se créer son menu perso, où on pourra cacher ce qui ne nous sert pas, et rien qu'à partir de là, c'est très bien. Après, sur le menu N, ils auront juste à changer un petit peu certaines choses pour regrouper certains paramètres qui n'ont pas lieu, qui sont éparpillés un petit peu dans le soft. Mais à part ça, franchement, Blender, il est très bien comme il est, hein. Je vois pas forcément la raison de modifier l'interface plus que ça. Mais je pense que, comme c'est indiqué sur sa vidéo ou sur le doc Google Drive, là, ce qu'il faudrait, c'est ajouter tout ce qui a été proposé. Donc les menus avec clic droit, franchement, je suis pour. Parce que les gens, moi quand j'ai commencé Blender, je savais pas qu'il y avait un menu W, je savais pas qu'il y avait un menu CTRL E, CTRL F, CTRL E, I, E, V. Après, etc. ce que tu viens de dire là, c'est quand même les raccourcis, ils sont quand même logiques. Oui, bien entendu. Il y a une logique, tu vois, si tu mets pas bien entendu, mais de les avoir en clic droit, les gens ils vont tomber dessus directement sans avoir besoin d'aller dans la doc pour voir les raccourcis. Mais le souci en fait, c'est que moi j'ai trouvé dans sa vidéo, il te faut un clic droit, mais n'importe où quoi. Un clic droit pour faire un bridge. Donc le truc en fonction de ta sélection, t'as un clic droit. Bon, sur la caméra en mode objet, bon c'est à la rigueur ça peut passer, mais en mode je vois pas les mecs te faire des menus avec 3-4 items pour toutes les circonstances imaginables que tu peux trouver en mode. Non, mais suivant ta sélection, quoi. Donc ça me paraît un peu. Je pense pas qu'il faille attendre grand chose de ça, quoi. Ça aura très vite ses limites, quoi. À mon avis, en fonction de la sélection qu'on est, soit on est en edge, en face ou en vertex, le clic droit ce serait simplement un CTRL E, CTRL F ou CTRL V, tout simplement. Ouais, mais c'est-à-dire que dans sa vidéo, il reproche justement à ces menus-là d'être un peu trop long. Avec pas mal d'items, et il explique que ce serait bien de les réduire à truc, mais bon, moi franchement je suis très content avec ces 3 menus là, et puis si justement on passe par des pailles menus, ça sera beaucoup plus simple, et je vois pas trop l'intérêt de focaliser sur un clic droit. Là, ton micro déconne. Ah ouais. Ouais. Mais
Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça ferait beaucoup de travail de faire une X menu pour en fonction de la sélection, ça c'est clair. Après, ils peuvent peut-être, je pense, simplifier certaines choses où on garde le W, mais par exemple le clic droit c'est le contrôle E. Moi je le trouve pas si long que ça le contrôle E. Un truc par contre où j'ai été d'accord avec lui, c'est par rapport à dans le tool, dans le panneau tool, vous avez tout en bas une partie qui est divisée en deux en fait. Et ça dépend du contexte, donc c'est un peu la même chose qu'on parlait avec le bridge, mais là en fait on a les options du bridge globalement en bas dans le panneau tool. Ça je pense que ça c'est un truc qui est... Bon, moi j'y vais souvent. Je pense que ce qui aurait été chouette c'est de rajouter dans la viewport, en opacité en haut dans un coin à gauche ou à droite, de rajouter ces options là en fait. Plutôt que justement de faire soit un clic droit, soit d'aller dans le panneau tool comme c'est actuellement et de splitter le truc en bas. Bah, il les a mis dans sa colonne tac, il a fait un petit onglet properties et Ouais. c'est Mais là- ridicule. Dans son mock-up, c'est d'une taille ridicule. Ouais, voilà. Tu sais très bien que dès que tu utilises un truc, t'as 15 000 paramètres. Bah, t'en as pas 15 000, mais t'as déjà beaucoup de choix. À mon avis, moi, rien que ça devrait mériter une colonne, quoi. Ouais, Et non, c'est vrai que là, la taille de son espace properties, il était adapté à son exemple. Ouais, il y a de ça aussi. Et là, je pense que son histoire de menu contextuel, c'est vrai que pour les nouveaux arrivants, c'est une habitude qu'on a prise avec par exemple les softs de Maya ou 3ds Max. Quand 3ds Max a ajouté son quad menu, on s'est mis à aller plus vite dans le logiciel parce que dès que tu utilises une fonction et que tu la répètes, tu as juste à faire un clic droit dans la légère direction vers le quad menu et il te la répète en continu. Un peu comme Maya le fait avec la barre d'espace. Mais son idée de réunir tout au travers du menu contextuel qui change vraiment en fonction du contexte dans lequel on est dans Blender, ça me paraît un peu gros. Bah, c'est juste une idée, hein. Je pense que après il va proposer à la Blender Foundation, puis ils vont lui dire non, ça tu nous saoules, ça c'est pas bon, ça va être trop compliqué, etc. Parce que là on peut parler d'interface, etc. Mais ils ont déjà leur roadmap, donc à partir de là ils vont pas pouvoir non plus Ou alors, tout modifier, quoi. ou alors pourquoi pas faire... Parce qu'en fait, la question de départ c'était aussi comment faire venir des gens sur Blender pour qu'ils puissent démarrer la 3D. Enfin, moi j'ai compris aussi ça, ils voulaient simplifier l'interface. Pourquoi pas faire un mode advance et un mode simple, genre pour enlever les fonctionnalités. Ou alors est-ce que ce serait possible de faire ce qu'il veut mais en add-on, tout simplement. Bah ouais, mais là c'est plus un add-on, c'est un soft ce qu'il veut. Moi, je pense sincèrement que la solution idéale, ce serait qu'il y ait une équipe qui se mette à faire un fork de Blender pour débutants, mais c'est-à-dire que c'est difficilement conciliable d'avoir un logiciel de cette envergure-là et d'en même temps en faire un soft pour débutants, quoi. Faut pas oublier aussi que, enfin, je veux dire, ça touche quand même pas mal de métiers différents Blender au final, hein, dans les prods. Donc je pense que un débutant, enfin, je veux dire, je pense que à la base c'est quand même, faire de la 3D c'est quand même un métier, quoi, ça s'apprend. Donc je pense que quand on est débutant et qu'on est sûr qu'on veut faire de la 3D pour son métier ou du moins avec un niveau assez avancé, on est dans un contexte un petit peu particulier où on est prêt à faire des études, à étudier le soft qu'on va utiliser et puis étudier toute la théorie de la 3D. Donc, et actuellement, pour moi, apprendre la 3D sur Blender, c'est moins la galère que d'apprendre la 3D sur Max. Je trouve, c'est plus intuitif, quoi. Surtout que dans Blender, t'es pas obligé d'apprendre tout ce qu'il Voilà. peut faire d'un coup. Je veux dire, moi j'ai commencé à faire juste de la vidéo dans Blender, j'ai commencé par là, parce que j'avais ce besoin, j'avais pas de licence After Effects ou de Premiere pour faire du montage. J'ai commencé par ici, ensuite j'ai fait un peu de 3D par rapport à un concours sur 3D VF. J'ai commencé là, donc avec la texture, puis c'est après que j'ai appris chaque chose selon mes besoins du moment. Et c'est comme tous les logiciels, t'es pas obligé d'ingérer toute la doc en une fois. La seule fois où j'ai fait ça, c'est dans Motion Builder. Bon, c'était pas génial. Mais pour les débutants, parce qu'en fait, il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui se disent on veut que les débutants puissent maîtriser Blender, et il y a ceux qui se disent on veut que Blender soit utilisé en prod. Mais à mon avis, il n'y a pas tant de choses que ça à faire, hein. Il y a juste à modifier déjà le clic, pour mettre le clic gauche de base, des menus sur le clic droit, pourquoi pas. En mettant, comme je disais tout à l'heure, CTRL E, CTRL V, réorganiser les panels T et N, et c'est tout, quoi.
À partir de là, il manquera simplement certains outils comme l'alambic, le dim texture, etc. Pour moi, il n'y a pas tant de choses que ça à faire. À part ça, Blender, il est très très simple à apprendre, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est plus des fonctionnalités qui pourraient manquer qu'une refonte totale de l'interface. À corriger quelque chose, ou même au niveau du langage, dans certains termes qui étaient utilisés au niveau de l'interface, mais sans aller à faire une refonte totale, quoi. Ouais, voilà. Pour moi, ce n'est pas nécessaire parce que le soft en lui-même, il est très bien, il est customisable. On peut bosser sur des prods complètes avec. Après, en fait, enfin, sur ses premières vidéos, il avait bien expliqué. Si on regardait bien tout ce qu'il disait, c'était pas faux. En général, il disait ouais, bon, ça, il faudrait uniformiser ça, il faudrait comment dire, le clic, ça devrait être celui-là. Mais tout ça, c'est des petites modifications au final, hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire qui va prendre 3 ans à faire et qui vont demander beaucoup de travail. Mais là, c'est son interface qui va, au final, quand on y pense un petit peu, ça va un peu à l'encontre de ce qu'il disait dans le sens où il nous refait un truc total nouveau, alors qu'il aurait pu faire exactement la même chose avec l'interface actuelle. En prenant en compte ce qui est en train d'être modifié, parce que le panneau T qui est en train d'être modifié, d'après ce qu'on a vu, c'est plutôt sympa, quoi. Donc à partir de là, on n'aura plus un menu à rallonge. Je sais pas si vous avez vu sur Blender Artist, il y a Raphaël Bétan qui a fait un petit mock-up pour se moquer un peu de lui et qui a repris l'interface de la 240 et qui a ajouté cette petite toolbar avec les icônes pour changer. Après, moi, je trouve que c'est bien vu le coup de la 240. Ah. C'est vrai qu'on s'y rapproche un peu plus au final. C'est ça qui était bien en fait dans la 240, c'est-à-dire que l'équivalent de ta fenêtre properties, elle pouvait être horizontale ou verticale. Oui. Et alors contrepartie, t'avais des panneaux carrés avec plein de boutons, avec des boutons de plus ou moins petite taille, avec des abréviations dans les boutons qui n'étaient pas toujours lisibles. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés à une interface verticale avec des boutons bien lisibles et bien espacés, mais du coup tout est vertical et donc on a moins de place pour afficher ces trucs-là. Oui, c'est vrai que dans le passage de 5, on a perdu une certaine souplesse de la customisation de l'interface de Blender, quoi. C'est ça qui a créé le problème du scrolling, quoi. Maintenant, mais justement, par rapport à la 2.4, quand on était... des fois, ça arrivait qu'on fasse une fausse manip, je sais pas, ou n'importe quoi, et des fois on se retrouvait à passer peut-être 30 secondes à réajuster ses panneaux, quoi. Enfin, moi, ça m'arrivait souvent, quoi, d'avoir, sans faire exprès, d'avoir fait un clic droit et cliqué sur horizontal. moi, franchement, j'aimais bien le principe parce que en fait, elle était aussi... dans les faits, t'avais, une fois que tu t'étais fait ton screen, t'y touchais plus, quoi. T'avais tes panneaux, t'avais une colonne de panneaux verticaux, une autre de panneaux horizontaux, et t'avais des panneaux qui se superposaient, donc quelque part t'avais un petit peu l'équivalent de ce qu'ils ont essayé dans la branche UI Replay où ils permettent de choisir en fait les panneaux qu'on va afficher. Là, mettre un panneau derrière un autre, c'était un peu comme le cacher. Donc tu avais un clic à faire pour passer à un panneau que tu utilisais moins souvent, et puis tu gardais les panneaux que tu utilisais le plus souvent devant. Et donc, du coup, ton screen, t'y touchais quasiment pas quand tu l'avais fait. Tandis que là, le souci, c'est qu'on est... Les photos, ils sont horribles. C'est-à-dire que c'est ingérable, quoi. Moi... On a essayé de les réclamer et puis les mecs ils nous les ont refoutus, mais comme ils sont très larges, faits pour être ajustés à la verticale et qu'ils n'ont pas prévu un switch dans l'API Python vertical, horizontal, donc là il faudrait, c'est dans ce sens-là où quand on en cause avec le responsable de l'API Python, il nous dit qu'il faudra qu'il réécrive et que pour le coup ça serait un gros boulot qui est un switch, ça serait un petit peu comme faire 2 interfaces. À chaque fois qu'un dev veut implémenter un truc, il faudrait qu'il pense à la version horizontale et à la version verticale. Donc ça, c'est un petit souci. Moi, ce qui me gêne, c'est que aussi au départ, ils avaient pensé à tout faire sur une ligne, quoi. Là, au fur et à mesure, ils ont rajouté des petites colonnes dans les panneaux. Alors, idéalement, moi, je préfère en fait qu'on ait 2 colonnes de panneaux, quoi, qu'on puisse avoir 2 colonnes de panneaux dans la vue properties, mais là c'est pas possible.
Je suis pas Donc, pour moi. Sur Mac, c'est comme ça et je trouve que c'est vraiment le foutoir, quoi. Et je trouve que c'est vraiment le foutoir, quoi. Il y a tellement d'informations que t'es trop perdu. Ouais, c'est vrai Mais que oui, dans mais Max, moi je me suis en fait, retrouvé souvent comme ça avec ma vue 3D comme ça, hein. au départ, dans les 250, ils avaient carrément foutu tout sur une ligne et du coup, t'avais quasiment pas d'informations, quoi. T'étais sans cesse en train Et, de scroller, quoi. C'était pire que maintenant déjà. Là, et t'as deux colonnes qui sont dans les panneaux. Moi, je pense que les panneaux seraient plus lisibles s'ils étaient constitués que d'une seule colonne et t'aurais deux colonnes. Donc là, ça changerait pas grand-chose pour la plupart des panneaux, mais pour les longs, en fait, qu'on puisse avoir deux ou trois colonnes pour les particules, moi, je pense que ça serait bien, quoi. et vous pensez pas que ça pourrait être chouette d'avoir des boutons principaux et quand on fait avec un pile menu en fait dedans intégré et ça te permet d'accéder à d'autres options dedans. Bah, moi, Non, ce serait des boutons cachés, ce sera le problème. c'est Ouais, mais l'idée, bon, en même temps. c'est que dans la 240, ce qu'on disait, c'est qu'on pouvait ajouter une colonne verticale, une colonne horizontale, tu gardais une vue 3D avec une taille à peu près correcte, et en même temps, t'avais pas mal d'informations qui étaient affichées, et tu pouvais aller directement cliquer dedans, puisque tu touchais plus à ton screen, tu savais où étaient les informations, comme dans un pile menu, quoi, en fait. Et donc, là, moi, je pense que ouais, afficher deux ou trois colonnes pour les particules, ça permettrait de pas avoir justement à switcher, à ouvrir, à fermer les panneaux, avoir les informations qui bougent et au final, tu sais où elles sont placées. Elles sont affichées, elles sont beaucoup à être affichées d'un coup, mais comme tu sais où elles sont placées, tu travailles plus vite, quoi. Tu penses même plus à les lire. Dans Tandis ce que là, cas-là, dans ce cas-là, comme tu dis, seulement sur les trucs avec des longs menus, alors. De toute façon, sur les autres, il n'y en a pas forcément besoin, au final. Si on regarde bien. C'est vrai que ça fait du scroll. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, vu qu'on a des écrans plus larges que longs, quoi, on aura toujours du scroll, hein. C'est comme ça sur tous les softs, hein. Maya, Max, etc. Mais moi, ce que j'ai remarqué, ce qu'il a dit qui est totalement vrai, c'est que sur Blender, on est obligé un petit peu de laisser tout le temps le menu T et le menu N affichés, parce que des fois on les affiche, on les cache, mais en fonction de ce qu'on fait, bah, on est obligé de les afficher, quoi. Et au final, notre vue 3D, elle devient vraiment ridicule, quoi. Bah, en fait, t'as une option dans les préférences qui te permet de la rendre transparente par-dessus. Ouais, moi j'aime pas. Bah, ouais, moi je trouve ça assez pratique en fait. Je trouve Je trouve que mes panneaux deviennent illisibles, là, je les vois plus. Ok. C'est mon avis perso, hein. D'accord. Mais à part, vas-y. Non, vas-y. Je disais, à part ça, pour améliorer l'interface, en fait, il faudrait déjà regrouper certains éléments et en mettre d'autres à d'autres endroits pour ce que c'est vrai que niveau display, on en a par exemple display pour la scène et display pour les objets, on a tout ça dans le menu N, dans les propriétés. Pourquoi ne pas mettre simplement le display de la scène dans l'onglet scène des propriétés, quoi. Ce serait, je pense, beaucoup plus logique. Enfin, non, mais pour parce moi, qu'en fait, là, l'idée, c'est que le display est par vue. Et donc, tu peux afficher plusieurs vues 3D dans ton screen et tu choisis, en fait, tu peux leur faire des displays différents par vue. ouais, en effet, ouais, ça, j'avais pas pensé à ça. Mais dans ce cas-là, à partir du moment qu'on pourra cacher les trucs, on sera tranquille, ça gagnera du temps. Ce sera mieux, parce que là, regarde, si on voit sur l'écran de Pierre, il est comme moi, il a plein d'add-ons, et au final, ses menus sont d'une longueur, mais affolante, quoi. Et c'est surtout en fait déjà ça en fait. Ouais, ce truc-là aussi, c'est un peu chiant, m'énerve. ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui aurait été chouette, c'est de faire genre un menu qui apparaît avec une petite checkbox en haut. Genre, désolé, je suis à la souris, mais genre de faire une petite checkbox comme ça, et qu'on ait le dernier tool, tu vois, genre ce qu'on a là, en fait, l'avoir là. Ou plus simplement, comme souvent ceux qui demandent ça, c'est le panneau F6, hein. T'appuies sur F6 et c'est ce que t'as. Oui, c'est un peu caché et on y a rentré, quoi. Oui, voilà. mais sans forcément aller dans les F6, c'est vrai que c'est pratique sur Maya ou Max. Quand tu fais une petite option, t'as des petites icônes sur la gauche, comme ça tu peux modifier directement sans entrer sur F6. Ou alors il faudrait que le F6 soit un peu plus petit et qu'il s'affiche automatiquement après chaque option, quoi. Un truc qui serait chouette aussi, c'est un peu dans le style Maya, c'est qu'on ait accès aux dernières modifications. Enfin, on ait une liste, genre un historique, quoi. Bah tu l'as, c'est F3. C'est F3, d'accord, moi je savais pas. Non. F3, moi je suis sur Maya.
Bah, Je sais F3, pas. Je c'est savais le pas. repeat history, donc c'est un peu. D'accord, je savais pas. Bon, j'apprends des choses, en même temps, c'est cool. Non, parce que moi, en fait, à chaque fois que je fais F6, bah ça y est, je suis perdu. Enfin, j'ai que le dernier tool, en fait. Hmm. Et quand je fais un grab, ben voilà. Ok, Mais, merci les gars. Mais à mon avis, quand ils vont ajouter, je sais même pas quand ils vont le faire, Ronan, tu sais peut-être, mais les modifs sur le menu où on pourra cacher les éléments, parce que tu nous avais montré ça, t'avais déjà en fait cet outil-ci, toi. Pardon, j'ai pas bien compris là. Le menu T, t'as vu, tu nous avais montré qu'ils avaient commencé à faire des modifs sur le menu T pour cacher des options, pour se créer un menu perso, etc. Ouais, Et ça, d'après toi, ça va sortir quand? Parce que à mon avis, c'est ça le plus important. aucune idée, parce que c'était un Google Summer of Code. Hmm. Donc c'est en gros, je sais pas si tu vois, mais c'est un projet expérimental et rien n'est sûr, qui est fait par un étudiant et puis après il faut qu'il y ait un dev, Hmm. qu'il y ait un dev officiel qui valide le truc, qui passe qui passe son temps à valider la branche. Il faut que l'étudiant continue à updater la branche. Et puis il faut qu'il y ait un dev. En l'occurrence, Ton, il avait dit qu'il allait regarder un peu ce que ça donnait, mais bon, Ton il est très occupé, donc si c'est lui qui supervise, ça risque de prendre plusieurs temps, le temps qu'il intègre un bon moment. À dire, j'ai aucune idée de comment ils vont s'y prendre pour les 2.70. C'est bien parti pour qu'ils gardent la même interface encore pour les 2.70 à mon avis. Oh, bah même plus, ouais, facile. Ça me dérangerait pas. Je pense que là, ils ont parlé de modifier Mais bon, juste le splash screen. Parce que en fait, d'un autre côté, ils ont aussi dit qu'ils allaient se prendre pas mal de temps pour sortir la 269. Et puis là, on est à la RC2. Bon, elle va sortir, mais ils avaient dit aussi que donc après la Blender conférence, ils se donnaient en fait 2 semaines pour voir pour faire une proposition sur l'UI. Donc ça sera une proposition. Donc je sais pas si la 270 va intégrer les débuts de propositions qu'ils vont faire, mais en gros, à la fin du mois, il y aura la Blender conférence. Donc il y aura Andrew Price qui va faire un speech à la Blender conférence. Donc il y aura du monde qui va causer interface pendant un moment et après ils vont se mettre au taf pendant 2 semaines pour faire une proposition quoi, officielle, on va dire. Donc au final, ils vont vraiment faire quelque chose sur l'interface assez rapidement quand. Ouais. Après, c'est pas sûr que ça sera qu'une proposition. Ça sera une proposition officielle, mais ça sera qu'une proposition. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de code qui a été fait encore, quoi. À part celui de l'étudiant au Google Summer of Code, mais il n'y a rien d'officiel au niveau changement d'interface, quoi. Il y a un petit truc. Ils ont fait un petit truc dans le trunk. Ils ont fait un eyedropper. Si tu veux, quand tu ajoutes un modificateur ou une contrainte à un objet. La plupart du temps, c'est par rapport à un autre objet. Donc, tu as un champ pour préciser un autre objet. Et là, il n'y a pas de bouton. Là, il suffira de taper E au-dessus du champ et d'aller cliquer dans la vue 3D pour choisir l'objet en question, l'objet cible. Un pic. Le modificateur ou ouais, le piqueur machin, là, ouais. Ça va être sympa. J'ai mis un lien pour Pierre, comme ça tu pourras l'afficher, je pense. C'est en fait un document Google Drive avec plein de un mec a fait un mock-up qui est plus raisonnable par rapport à ce qui peut être modifié et surtout c'est vrai qu'on le sent plus facilement intégrable. Ouais, voilà. Et surtout tout ce qui a été indiqué, moi je suis 100% d'accord pour tout ce qui a été indiqué parce que là ça a été quelque chose enfin tout le monde a donné son avis et en plus il fallait dire le pourquoi du comment. Moi j'ai aussi participé. Et les 3/4 des trucs sont vraiment logiques. Et si Blender pouvait avoir ça, là, c'est bon, tout le monde l'utilise sans problème, quoi. C'est un doc qui est ouvert, hein, c'est ça? Ouais, c'est ouvert. T'as juste à cliquer, puis comme ça, tu vois. Comme ça, sur la vidéo, tu peux montrer le mock-up. Le mec qui a pondu ce mock-up, il connaît bien Blender. Il a eu une Suzanne pour un court-métrage rendu avec Yafare. Et moi, je trouve son mock-up... Montre-le, Pierre, s'il te plaît, sur la vidéo. Je trouve son mock-up, franchement, nickel, parce que c'est logique. Il n'y a pas grand-chose à modifier. Et ça ajoute quand même des trucs... surtout ce qui a été ajouté dans le texte. Ça ajoute des trucs... ça, comment dire... On s'y retrouve facilement par rapport aux autres logiciels, quoi.
c'est vrai c'est un peu comme s'il avait pris ce qu'il a jugé de mieux dans beaucoup de logiciels par rapport à ce qui existe déjà chez Blender et par où est-ce que ça pourrait être intégré pour que ce soit le mieux pensé. Et les remarques qu'il y a eu par la suite sont vraiment bien posées. C'est vrai que comme il a demandé à ce qu'il y ait une justification de pourquoi vous affirmez ceci, ça évite qu'on ait du troll de base. Parce que moi, vous voyez, en fait, il y a une image que j'ai fait tout en bas pour dire, le système de slots pour les rendus, c'est sympa, mais c'est pas pratique. Donc, ce serait bien d'ajouter un slider, tout simplement, quoi. Et le mec, il me fait, ouais, mais prouve-le, explique-moi pourquoi. Et j'y montre une image et il fait, ok, c'est bon, je l'ajoute. Et c'est à peu près la même chose pour tout. Et les mecs, ils parlent de choses vraiment intéressantes. On va donner quelques exemples. Les présélections highlight, déjà, ça c'est pratique. Il y a un add-on là, mais je le trouve pas terrible. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il y en a un qui a ajouté c'est un petit gif qui montre qu'on peut cacher plusieurs fenêtres d'un coup. Quand on a une grande fenêtre et au-dessus 3 fenêtres, par exemple, les unes à côté des autres, histoire de les supprimer les 3 d'un coup. Ça, ce serait bien pratique parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment chiant, quoi. Multi-monitor support, des meilleurs tooltips, des tooltips un peu plus logiques avec peut-être, pourquoi pas, des petites instructions. Un truc qui serait chouette, c'est de faire un truc genre comme quand on fait Alt-Tab par exemple sur Windows pour switcher de programme, mais là ça switcherait de fenêtre. Enfin, d'éditeur 3D. Ouais. On aurait juste à survoler le truc. Je sais pas s'ils l'ont mis dans le drive, j'ai pas vu ce drive, j'ai pas été courant. Non, ils l'ont pas mis. Qu'est-ce qu'il parle d'autre aussi? Déjà le clic l'undo, que l'undo se fasse incrémental et non pas en fonction du mode, parce que c'est vrai que ça c'est chiant. Même moi ça m'arrive souvent de me changer de mode et de faire CTRL Z et là de me dire putain j'ai tout perdu. Ça c'est vraiment chiant. Surtout en sculpt. Mais c'est vrai que partout c'est chiant, mais en sculpt c'est horrible. Ouais, c'est clair. En fait, il y a tellement de trucs. Ils parlent de beaucoup de choses. Ils ont sur le mock-up, il y a un petit panneau en fait en haut à gauche avec des trucs genre move, rotate, scale, set origin. Des icônes d'outils. Ouais, voilà, des icônes de base, des icônes qu'on utilise le plus. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il parle beaucoup de la sélection avec le clic droit, etc. Et ce qu'ils disent, c'est plutôt intéressant. Ils montrent les menus qui se cachent aussi. Donc, highlight selection pour les menus. Ah ouais, le circle select à modifier parce que c'est vrai que le circle select, du fait qu'on peut pas tourner dans la vue, ça c'est vraiment chiant. Non, ça je suis assez d'accord. Il parle donc de la sélection, donc clic gauche moins select, ouais, enfin bref. En fait tous les trucs de sélection comme sur Maya déjà. Dans l'outliner, c'est chiant de pas pouvoir sélectionner plusieurs trucs d'un coup quoi avec Shift. Et de toutes les modifs qui parlent dans l'add-on, en fait, ouais, ils prennent ce qui existe partout, qui fonctionne partout, et que tout le monde connaît, pour l'attribuer à Blender. Donc au final, on pourrait dire, ouais, Blender, il va perdre un petit peu de son identité, mais je pense qu'il y gagnerait quand même 10 fois plus, parce que l'avantage principal de Blender, c'est pas ses outils, son clic droit de sélection, ça c'est plutôt rédhibitoire. L'avantage de Blender, c'est son interface customisable, c'est la façon de bosser très rapide, etc. Ça, on le gardera quoi qu'il arrive. Et ce qu'il propose sur ce doc-là, ça permettrait même d'aller encore plus vite, quoi. Genre, pouvoir sélectionner plusieurs objets et de pouvoir les travailler dans l'UV Texture Editor en même temps. Ça, on l'a pas. Ça, on l'a sur Maya. Pourquoi on l'a pas sur Blender? Ça va peut-être venir, ça. Il faut le poser dans des drives comme ça. Bah oui, c'est pour ça. J'espère que ce drive-là va tourner chez notre ami Ton. Comme ça, il va prendre ce qu'il y a de meilleur. Mais moi, tout ce que les mecs disent, pour moi, je valide à 100%. Et à partir de là, on aura quelque chose de... S'ils font ça avec le mock-up que le gars a fait, là, Blender, laisse tomber. Il n'y a plus un seul soft qui arrive à la cheville, quoi. Enfin, c'est mon avis perso. Alors moi je me suis fait, bon ça peut paraître assez débile ce que je fais là à l'écran, mais ça m'est arrivé une fois de bosser, j'avais besoin de plein de fenêtres, et j'étais sur un écran, j'avais pas de double écran, et je me suis splitté ma vue comme ça, et en fait je passais ma souris au-dessus, et puis très rapidement j'accédais je me servais en fait des panels comme des boutons en fait. Ah c'est pas con, ouais.
voilà. Si jamais ça Non, t'intéresse, je passe la technique. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas con en fait. Comme ça, regarde, tu fous tes petites vues en haut, juste au-dessus de ton. Par exemple, là je mets un Logic Editor, hop, je passe dessus. Je sais déjà que c'est un Logic Editor parce qu'en fait j'ai déjà le bouton ici Logic Editor. Donc, Faut pas avoir besoin des properties à côté. Ouais, mais bon, les properties en général, moi, elles sont toujours là, quoi qu'il arrive. Donc, Ce que tu peux faire, c'est faire tes petits menus, tu les mets juste en dessous des properties. après, on peut très bien. Enfin, ouais, non. Un truc qui serait bien aussi, c'est de pouvoir déplacer la fenêtre et la mettre où on veut. Ça, ce serait cool. C'est-à-dire. Bah, tu la décroches et tu viens la raccrocher autre part. Mais c'est possible de la décrocher déjà. Oui, ça on le sait, mais là, de venir la réaccrocher autre part, ça, on peut le faire sur Guerilla. Parce qu'en fait, l'avantage. Ouais, mais c'est souvent parce que c'est des ancrages déjà prédéfinis dans la majorité des softs. Bah sur Guerilla, comme il y a des layouts, déjà, c'est déjà plus pratique. Là, il n'y a pas de layout, c'est ça qui est dommage. Cette fonction, elle existe aussi dans Motion Builder. Elle est apparue avec la 2012, je crois, quand ils ont commencé à mettre toute l'interface en noir. Et à l'usage, c'était pas spécialement agréable parce qu'on pouvait. C'était pratique pour vraiment refaire son layout, mais d'expérience, je trouvais que après c'était peut-être la manière dont ça a été fait dans Motion Builder, mais les snaps n'étaient pas vraiment intuitifs. Parfois, on se disait bon, je vais le poser à cet endroit. Et au final, ça se mettait n'importe comment, contrairement à celui d'After Effects qui était peut-être un peu plus posé parce qu'il y avait des poignées sur les bords et au milieu. Sur Guerilla, c'est franchement super bien foutu parce que comme il y a des tabs, dans chaque fenêtre, on peut ajouter une tab, on peut splitter la vue avec des petites icônes en bas à droite, et à partir de là, il suffit de prendre ta tab et tu viens la foutre sur une autre vue et ça va venir la coller à côté d'une autre tab. Ah oui, en effet, je suis en train de le faire et il y a un flash jaune qui indique là où ça va se placer, quoi. Voilà, et ça marche, mais franchement super bien. Je trouve que c'est même mieux foutu que sur Blender, quoi. Sous Blender, ce que tu peux faire, c'est que tu as les raccourcis Shift F2 jusqu'à Shift F10 qui vont te changer ton type d'éditeur. Si tu veux pas splitter tout ton screen avec des petites icônes. Ouais, enfin Shift F2 pour monter au-dessus de F7, moi je peux pas. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait peut-être pas mal parce que comme le dernier podcast était assez long, ça serait peut-être pas mal qu'on passe aux questions. Parce que ça fait longtemps qu'on tourne autour de l'interface. Donc les questions, c'était que faut-il changer à son interface? Là, on l'a déjà vu. Ensuite, quelle est la principale difficulté quand on débute Blender? Alors ça, on l'a aussi déjà dit, donc je pense pas que ce soit. On peut juste faire un résumé. La principale difficulté sur Blender, c'est les gens, c'est des feignasses. Franchement, les trois quarts c'est des feignasses. Je pense que la courbe d'apprentissage sur un autre soft est à peu près la même en fait. Non, c'est plus simple sur Blender. En fait, le truc principal qui bloque les gens sur Blender, c'est déjà dans un premier temps le clic. Non, je pense que la première étape déjà, avant d'être d'un point de vue utiliser le soft, elle est surtout de se dire, je suis en train d'apprendre un logiciel qui pour l'instant n'est pas encore utilisé en prod. Majoritairement. Les trois quarts des gens s'en foutent du soft que le soft soit utilisé en prod ou pas. Ça dépend. Si tu pars du principe que tu veux faire une carrière dans la 3D et que tu te dis je vais apprendre la 3D sur Blender, je parle d'un étudiant, un lycéen qui se dit je veux faire des études de 3D et qui voit que dans les studios genre Pixar, DreamWorks et compagnie ils utilisent ça, il va pas se dire je vais utiliser Blender. Ouais, c'est vrai que les gens ils vont se dire tiens, c'est comme en fait quand il y a la mode Modo, ça y est, The Foundry ont acheté Modo, maintenant Modo c'est le super soft de la mort et tout le monde veut l'utiliser. Ou alors ils vont essayer et ils vont dire ça marche pas parce qu'il y a une option qu'ils ont dans Max et qu'ils ont pas dans Blender, qu'ils ont pris la main sur l'option et ils vont dire j'utilise pas Blender ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'à la base c'est surtout un effet psychologique de je pense dire, aussi c'est aussi pour moi un peu une fausse excuse parce que dans notre métier la 3D on est constamment en évolution d'un soft à l'autre, donc Blender permet d'apprendre vraiment les bases de la 3D, de ce qu'elles sont, par exemple comment on modélise la topologie, le concept même des shaders et des rendus avec la pose de l'éclairage. C'est des choses qui s'appliquent dans tous les softs, c'est juste il faut savoir lire la doc, je dirais, avant même de vouloir faire un clic droit dans Blender et de se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait. Puis même, il n'y a même pas, j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin d'apprendre avec une doc, il y a beaucoup plus ludique, avec les tutos, la masse de tutos qu'on a sur Blender. Que la doc soit vidéo ou textuelle, quand on veut, pour moi, commencer à utiliser un logiciel qu'on ne connaît pas,
c'est déjà le premier bon réflexe de se Oui, mais documenter sur ce logiciel. ça, c'est le réflexe d'un professionnel. Quand j'ai commencé Blender, avant même d'ouvrir le soft, je me suis tapé plein de tutos, j'ai regardé la doc, etc. Mais un mec lambda, n'importe qui, il va lancer Blender, il va essayer de faire un cube, il va pas y arriver, il va chialer. Et comme tu dis, Pierre, un mec qui veut en faire son métier, il va vérifier ce qui est utilisé, enfin ce qui est utilisé, et il va se dire bah non, Blender est pas utilisé, je vais pas l'utiliser, enfin je vais pas l'apprendre, je vais perdre du temps, c'est de la merde, etc. C'est quelqu'un Donc, qui il va va- sauvegarder dans son outil, quoi. Il va Voilà. se dire si Blender est pas utilisé en prod, c'est-à-dire que les autres ils ont raison de base. Ouais, et c'est voilà. un effet social, mais c'est un truc qui se mord la queue. Et puis Mais- d'ailleurs, je pense que c'est une bonne transition pour passer sur la question des écoles. Au final, dans les écoles, ils apprennent pas Blender parce que ils veulent, au final, former leurs élèves pour qu'ils puissent arriver à avoir un taf. Mais dans leur taf, ils utilisent pas Blender, mais ils recrutent des gens qui sont dans les écoles, qui n'ont pas appris. Donc au final, tout se mord la queue. Donc au final, je pense que un logiciel propriétaire comme 3ds Max ou Maya, ils ont un aspect commercial aussi, et ils ont des gens qui sont à temps plein pour faire le marketing, pour favoriser le logiciel. Donc c'est plus facile au final, ils utilisent. C'est logique en fait que ça se passe comme ça actuellement. Ouais, bah oui, tant que Blender sera pas utilisé en prod, etc. Mais comme je te l'ai dit, comme on parlait sur Skype, il manque à Blender des outils pour pouvoir être utilisé en prod, et il manque à Blender la simplicité du simple clic gauche qui bloque les débutants. Parce que les trois quarts des gens, ils regardent pas les tutos, les trois quarts des gens, ils lancent le soft, ils essaient de se débrouiller. Et à partir de là, s'ils n'y arrivent pas, c'est mort. Le clic Donc, gauche, c'est franchement pas, selon moi, ce qui bloque le plus. Il y a des petites spécificités, je trouve, qui m'ont bloqué au début, comme par exemple l'idée de passer du multi-texture on t'entend pas à beaucoup. GLSL. Ah, vous m'entendez pas? Là, c'est mieux, ouais. Ah, c'est mieux. Bah, il y a des petites choses, je trouve, des petites spécificités, peut-être qu'on les retrouve ailleurs, je sais pas. Mais comme par exemple passer du multi-texture Non, mais au je suis GLSL. d'accord. Non, mais ça, c'est pourri. Là. Je suis d'accord. Ça, c'est un des trucs qui devrait changer dans l'interface. Mais ok, bah, c'est vrai que récemment, ils ont ajouté une petite option en fait pour passer en shaderless pour pouvoir peindre en fait dans ta vue 3D, parce qu'ils se sont posé la question. Mais pourquoi personne peint vraiment dans la vue 3D? Donc, c'est vrai qu'avoir les ombres quand tu essayes de faire un truc, forcément. Quand tu veux faire un sample, choper une couleur, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique d'avoir un éclairage qui va changer ta couleur. Donc ils viennent d'ajouter une petite option là. Ça je l'ai critiqué dans le truc aussi, mais ça fait un moment que je critique et je suis pas le seul. Et c'est vrai que il y a eu plein de propositions pour simplifier le truc. Donc ils l'ont fait pour Cycles. Ils ont un peu simplifié l'affichage, t'as plus ce genre de choix pour Cycles. Tu veux, quand tu passes en mode matériel, t'es en GLSL, et puis avant, c'est pas le cas. Et ils l'ont fait pour Cycles, mais je pense qu'ils n'ont pas osé aussi le faire ou penser ou trouver le temps de le faire pour l'affichage de base en Blender Render ou Blender Game. Mais parce que en fait, c'est un truc à changer. Cette année, j'ai fait une année de Master 2 Pro en Game Design à Montpellier. Et on a pas mal appris Blender, on a eu des cours de Blender comme il fallait. L'idée, c'est un peu apprendre les softs open source, tout ce qui peut nous servir en fait à produire. Et c'était bien intéressant de voir une vingtaine de personnes qui connaissaient rien essayer d'apprendre. Bon, moi, comme j'étais bien habitué quand même au soft de 3D, je m'y suis mis assez vite, assez rapidement. Mais constamment, il y en avait plein qui bloquaient sur ça, sur quel mode je suis, ça fonctionne pas, pourquoi. Et le coup du GLSL, ça revenait souvent. Non, mais t'as une texture avec... t'as un PNG avec de la transparence, une couche alpha. Comment tu affiches la transparence dans ta vue 3D, ça c'est un enfer pour un débutant. Quoi. C'est vraiment... Bon, après, je doute que... Faut passer en affichage Blender Game, c'est super compliqué, et c'est sûr que ça, c'est un truc qu'il faut qu'il change absolument. Mais je crois que c'est sur la roadmap, ça. Comme tout ce qui est VBOS, GLSL, qui vont... En fait, dans la porte est sur la roadmap, ouais. Non, mais même, je crois que ce que j'ai lu sur la roadmap, c'est qu'ils allaient modifier les options de base de Blender dans les préférences.
ça serait pas mal qu'ils modifient le sculpt. Je fais une petite parenthèse, moi le sculpt, je trouve que il y a on n'a pas une sensation, personnellement, moi qui viens de plus de ZBrush en sculpt, et je pense que Romain aussi, Ouais. on a vraiment pas la même sensation, et je pense que c'est juste du paramétrage. Et lancer Blender avec le paramétrage nickel pour le sculpt, pour tout, à chaque fois que tu télécharges la version et que tu débutes, je pense que ça peut être une bonne chose pour valoriser. C'est ce qui est prévu à mon avis. Hein. Donc Ouais, dans la 270 peut-être on aura tout ça. Hein. Là c'est d'après la roadmap, c'était quelque chose d'imminent, on va dire. il manque Donc, pas grand-chose. Ouais, pour en revenir sur parce qu'on s'éloigne à chaque fois de nos questions de base. Ce qui bloque en fait Blender au début, c'est donc comme on l'a dit, le clic. Pour moi, c'est le truc le plus rédhibitoire. Ensuite, il y a certaines choses à modifier, comme vous avez dit, avec le GLSL. Mais ça, moi, j'ai pas fait joujou avec les textures dès le début, donc au final, je m'en fous un peu. Je l'ai pas ressenti. Même maintenant, je l'ai pas ressenti du tout, parce que j'ai pas forcément beaucoup peint dans la vue 3D. Puis même en le faisant, je me mettais en Blender Render et non pas en cycle, et ça, j'avais aucun problème. Je voulais juste revenir sur le clic pour juste dire quelque chose. Quand par exemple on apprend un soft, quand on apprend par exemple ZBrush, et quand on découvre la navigation de ZBrush, c'est quand même... On chiale. On chiale, il faut l'apprendre, on est d'accord. Et c'est quand même beaucoup plus dur que de se dire sélectionner avec le clic droit. Donc moi, je pense oui, mais c'est quand même différent parce que ZBrush, tu commences le soft, tu vois tout de suite que ça n'a rien à voir avec un soft que tu connais. Alors que Blender, tu commences un soft, tu dis bon bah Blender logiquement c'est comme Maya, c'est comme Max, c'est comme XSI. Et donc à partir du moment où tu commences ça si tu viens d'un autre soft, mais si tu débutes. Si tu débutes, le clic droit il te gêne pas. Hein. Bah voilà. C'est les gens qui connaissent les autres softs qui chialent pour le clic droit et qui n'ont pas regardé dans les options s'il y avait moyen de le changer. Très honnêtement, je pense déjà quelqu'un qui vient d'un autre soft sur Blender actuellement, c'est déjà qu'il est prêt à faire le pas pour apprendre plein d'autres. Non, pas forcément, parce que quand on voit la vitesse à laquelle les gens peuvent abandonner ou pester ou dire ouais non mais sur Mac c'est mieux, sur Mac c'est ça, sur Mac j'ai ci, sur Mac j'ai ça, ils se disent c'est pas des gens qui veulent apprendre le soft, c'est des gens qui veulent retrouver leur soft habituel sur un autre soft gratis qu'ils n'ont pas forcément besoin de craquer. Et voilà, quand tu débutes, quand j'ai commencé Blender, c'était plutôt d'une manière de me dire, je vais pas remplacer mon Maya, je vais apprendre un nouvel outil qui va me permettre de bosser soit plus vite si c'est le cas, ou de bosser différemment. Donc j'étais pas là à chercher tous mes outils de Maya parce que je savais très bien d'expérience que je les retrouverais pas. Donc, il est possible aussi que l'intérêt de certaines personnes sur Blender soit lié à une news par rapport à soit une production, par exemple une publicité, ou un outil qui a été annoncé dans. Ah oui, aussi, oui. De toute façon, il y a X manières de venir à un soft. Après pour la simplicité d'apprentissage du soft, c'est le soft le plus simple que j'ai jamais vu. Enfin, pour moi. Hein. Et en général, je suis très très lent à apprendre un soft. Je mets toujours un max de temps par rapport à n'importe qui. Mais après, quand je le maîtrise. Mais là, sur Blender, ça a été d'une rapidité, d'une simplicité. Je sais pas, moi, ça m'a étonné, quoi. Je me suis débrouillé en 2 secondes des particules, j'en avais jamais fait sur Maya. Quand j'avais essayé, je regardais des tutos, putain, c'était galère. Là, tu le fais en 2 secondes, quoi. Il y a des tutos on cherche un truc sur Blender, on va sur YouTube ou on tape sur Google la question. Ou alors t'appuies sur espace et t'as la réponse si tu connais un peu la. Oui, voilà. Voilà quoi. Mais ça, tu connais pas forcément le nom de l'outil. C'est vrai que Blender, c'est un peu comme un jeu au gameplay très simple, mais à la technicité assez profonde. Pour pouvoir le maîtriser. C'est Garry's Mode. L'un des grands avantages, je trouve, par rapport à d'autres soft 3D, c'est qu'on peut complètement naviguer avec la tablette graphique. Et ça, c'est franchement génial. Sur tous les softs, tu peux aussi. Hein, je le fais sur Maya et sur Max. Hein. Tu le fais sur Max ? J'ai jamais fait sur Max la navigation. Moi, je le fais sur 3ds Max, ça pose pas de soucis. Ouais. En fait, ça dépend comment vous avez configuré votre tablette. Parce que on l'a vu avec Pierre, il tient sa tablette déjà du mauvais côté, et ensuite il a pas mis les mêmes boutons. Non, attends. Oui, tu appuies sur le bouton avec le pouce. Non mais attends, t'es juste rigolo parce que moi j'ai appris comme ça et ça me pose pas de problème. Toi t'as appris d'une autre manière, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Quoi. Si je tiens mon stylet comme toi, je peux pas. Oui, mais moi j'ai une autre manière d'approcher le stylet et j'ai une autre sensibilité quoi. C'est juste que je... En fait, la façon que j'ai configuré mon stylet, moi, c'est que la pointe c'est le clic gauche. Le bouton juste au-dessus, c'est le clic centre, et le 3e bouton à droite, c'est le clic droit. Donc comme une souris.
Après, là où je rejoins, J'ai fait la même chose. Romain, c'est qu'au niveau de la tablette graphique dans Blender, déjà il y a un intérêt de l'utiliser. Au niveau du sculpt, etc. Dans Max, le sculpt, Bah, c'est un dans Maya, bonus, c'est hein. la même chose. Hein. Blender ou Maya, c'est la même chose. Sur Max, comme il n'y a pas de sculpt, en effet, ça peut poser problème. Bah, il y a, Et puis, il y a excuse-moi, Il y a mais le le sculpt sculpt- dans Max. Excuse-moi, mais le sculpt dans Maya. Voilà, Oui, quoi. c'est de l'ado, mais il a le mérite d'être là. Ouais, mais c'est un 3ds Max bonus, aussi, quoi. il y a un effet de sculpt. Moi, ce qui m'intéresse dans le tablette, le stylet en 3D, c'est le confort du poignet. Ah oui, c'est Je clair. sens une tension sur la souris que Et je la ne précision. ressens pas avec le fait que je tiens comme un stylo finalement, qui Ouais, bah semble ouais. plus naturel. Et, et normalement. quand je prends la souris pour bosser en 3D, j'ai l'impression d'avoir un pavé dans la main, quoi. Bon, après, Si. moi, je modélise à la souris, j'ai pas forcément de problème. Je sculpte à la tablette, mais je modélise à la souris. Ah, je peux pas, moi, je suis tout stylé, obligatoire. Pareil. Ah, t'es trop stylé. Bon, bref. Elle est bonne. Mais pour en revenir. Enfin, je veux à dire, la- par exemple, comment tu fais ça, quoi, tu vois? Genre, moi, c'est genre, hop, un coup de molette et c'est fait, quoi. Tu vois? Ouais, mais Bah, j'ai une molette débrayable, il va m'en ajouter 500. Alors ça, tout ce que tu fais là, je le fais sans problème aussi avec le pavé numérique, tout simplement. Oui, c'est qu'on a une main qui reste sur le pavé, ou alors tu as la petite molette qu'il y a sur la tablette. C'est comme une molette de souris. Toi, Ah tu- oui, Après, c'est tout vrai, le- j'utilise tout le pas celle-ci. tout le monde n'a pas des tu viens de tablettes, m'y faire penser. Tout le monde n'a pas de tablette, il faudrait pas commencer à décourager les débutants en se disant que c'est Non, génial. mais ça veut juste dire que c'est possible et que Oui, c'est c'est possible. une question d'habitude et d'ergonomie. Après, c'est vrai que ça Ah peut oui, non, rebuter. oui. Il y a un truc qui dégoûte les débutants aussi, c'est tout con, mais c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui gardent les raccourcis de leur bureau, donc t'as la touche Alt qui est utilisée pour bouger les fenêtres, et donc dès qu'ils essayent un raccourci et qu'ils ont vu dans un tuto Alt clic droit, Bah, là, ils se retrouvent voilà. avec le raccourci qui déconne parce que c'est exactement ça vient choper leur fenêtre au lieu de... C'est exactement le problème que j'ai eu tout à l'heure justement dans le podcast quand tu m'as dit le truc avec F3. Bah en fait moi F3 c'est bindé sur mon bureau en fait. Oui, mais là, c'est parce que tu es sur un macOS, tandis que là, le problème que définit Ronan, c'est souvent sur les distributions Linux et particulièrement Ubuntu, où là, j'avais fait un billet à ce sujet pour désactiver ce raccourci dans l'interface d'Ubuntu, Unity, pour pouvoir l'utiliser dans Blender. Ah, t'as bien fait de parler de Linux parce qu'il faut aussi préciser quand même Blender c'est quand même cross-platform. Et il n'y a pas beaucoup de soft qui sont tous cross-platform mais sur vraiment tout. Bah, Maya, Bah. il l'est. Bah Maya sur Linux il passe bien. Ouais. Ouais. D'accord, j'ai jamais Ah oui, testé ils bossent ça. les gens ils bossent en prod avec. D'accord, ok. C'est une licence Windows en moins à maintenir. Autant pour moi. Bah, c'est pas une question de licence, c'est juste que pour la 3D, en général, Linux c'est plus performant, quoi. Mais après il est Max stable par aussi. exemple, Max c'est... Entre les Max, il est trop lié à DirectX pour pouvoir être cross-platform, donc il est Windows only. Mais après, oui, c'est vrai que Blender, comme on peut l'utiliser partout, c'est vraiment Puis bien. même, on l'a sur une clé USB, on se balade, on va sur le PC d'un pote, on a Blender. Enfin, Puis ce qui est bien aussi, c'est pouvoir tester les dernières versions, pas besoin de les réinstaller, il suffit de télécharger le zip, on lance l'exé, puis voilà, quoi. et puis même, il se télécharge en 5 minutes. Quoi. Justement, une petite chose par rapport aux nouvelles versions. Au niveau des add-ons, est-ce qu'il y a moyen, selon vous, c'est chiant en fait de devoir réinstaller tous les add-ons à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, surtout que ça arrive tous les mois quasiment. Il n'y a pas possibilité d'avoir une sorte de package qu'on installe directement? Bah, moi, comment dire, En fait- quand tu as installé ton soft normalement et que tu lances un exé d'un zip, si c'est une version par exemple 268 à 268A ou même la première 269, moi ça me prenait tous mes add-ons et j'avais même mon thème. D'accord. Mais là, pour, la par exemple, si... 269, c'est parce que tu utilisais la RC. Voilà. Il Et aura le comme souci c'est une- avec la release. mais Voilà. comment tu fais par exemple si on passe à la 270 là, comment tu vas changer je fais juste un copier-coller de tes dossiers add-on et... Ouais, voilà. c'est ça. Ouais, c'est tout. D'accord. Ouais, il y a un dossier 268 ou 269 qui se balade qui est créé en fait quand tu installes la version de Blender. Donc ça dépend des systèmes d'exploitation. Donc il peut être dans un fichier caché quelque part et dans ce cas-là, il faut être capable d'aller le rechercher sur le système d'exploitation local, soit
soit il est dans le même dossier que l'exécutable en fait. Et ça te garde tes shortcuts aussi? Normalement, ça te garde tout, D'accord. toutes les préférences. Mais comme disait Rémi, c'est quand même plus intelligent de se refaire une des préférences neuves, parce que souvent le soft il change et ça évite les conflits, quoi. Ça, ouais, c'est vrai que c'est une tendance que j'ai eu J'ai déjà eu un souci avec ça et maintenant à chaque nouvelle version, en fait, je repars du soft de zéro et je me refais mes paramètres et parfois ça me permet de voir ce qui a changé à ce niveau-là quand je ne lis pas forcément la release note qui est publiée avec. Donc, Mais sinon, concrètement, base propre. Concrètement, pour les gens qui veulent savoir, oui, on peut tout garder, ça se fait en 2 secondes, quoi. D'accord. Même le thème, par Ce exemple. qu'ils auraient pu faire, c'est un petit ajout importé préférence de l'ancien, comme sur Maya, quoi. C'est vrai que ça pourrait être une fonction intéressante. Un truc qui serait chouette à changer, je voulais en parler mais j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'explorateur de fichiers. Ouais, Moi- je le trouve pas précis. Enfin, Moi non plus. Je suis pas super fan. Mais Et il y puis a- même, Il y a un projet qui date depuis le début des 2.50, mais en fait il y a une dev qui bosse dessus mais qui avance pas trop quoi. C'est de faire avec un asset browser où en fait tu as des miniatures de tes matériaux et de tes persos, de tes groupes, etc. que tu En importes. fonction en fonction d'un blend, c'est ça? Ouais, en fonction du blend quoi. Ouais, ce serait bien, ça. Mais c'est un truc qui traîne depuis des Mhm. années quoi, qui avance pas quoi. Bah, c'est un peu le problème, hein. Il y a plein de... Comme c'est des devs qui font ça pendant leurs études ou sur leur temps perso, des fois, bah, ils trouvent un boulot, donc au final, ils laissent tomber. Ou des fois, bah, ils ont plus le temps, ou alors ils ont plus l'envie, ou alors il n'y a pas assez de gens qui les soutiennent. Parce que... puis donc, au final, bah, on a des outils qui n'avancent pas, ou même des add-ons qui sont pas mis à jour, quoi. Ça, c'est un des inconvénients de Blender, malheureusement. pour le podcast, là, j'ai juste un petit truc à proposer. Ce qui serait chouette, c'est qu'on montre un petit peu en même temps ce qu'on dit, parce que moi j'essaie de le faire un petit peu en même temps, mais ce dont tu parles, par exemple, Cédric, pour switcher assez rapidement. Je sais pas si tu peux nous montrer le dossier. Ah, le dossier sur mes... Bah non, je viens de réinstaller Windows. Ah d'accord. Ok. Donc c'est mort. Et si on montrait des petits trucs qu'on a trouvés récemment, parce que j'imagine qu'on a tous trouvé des petits trucs sympas, ou comme Bah, par exemple ce que je montrais tout à l'heure pour si le. vous pouvez switcher sur mon écran, je peux vous montrer un truc que j'aime bien, quoi. Je suis sur ton écran. Par Je pense que ça peut être contre, pas mal parce que là on se sert pas trop de la vidéo et je pense que c'est un intérêt de Bah, le Hangout pour ça aussi. là, je suis sur la 269, donc j'ai rien installé, donc ça va être assez peut-être embêtant. Un truc que j'aime bien sur Blender, par exemple, c'est quand on crée une courbe, on va créer un circle. On va le remettre à 0 d'ailleurs. Ah non, c'était clear, c'est où clear? Objet. Non, c'était appli, c'est ça, location? Ah non, c'était pas ça. Je n'utilise jamais ce truc-là en fait. Clear Oui. location. Voilà. Contrôle A. Ok, donc là Ah déjà non, on voit Alt. que j'ai une petite fenêtre au final. Haha. Donc Si- un truc que j'aime bien sur Blender, ce qui est vraiment sympa, c'est on a des options en fait par rapport aux courbes, c'est qu'on peut faire un extrude. Comme dans Max sur les splines, c'est ça? Ouais, voilà. Donc on a un extrude ici. Donc là il m'a foutu une valeur de la mort. Tu Voilà. peux appuyer sur Shift pour. Voilà. Et surtout, le truc qui, moi, je trouve ça génial, c'est quand on fait CTRL-T, vous voyez, on peut donner une orientation à cet extrude. Comme les bones. Ah, ça c'est cool. Donc par exemple, si on veut faire un collier, si on veut faire une ceinture ou autre chose, on fait ça, on fait CTRL-T, et on lui donne une orientation. Donc là, je vais lui donner une épaisseur, vous voyez, avec depth, pouf. Ici, on va le mettre en full, comme ça, on va avoir notre épaisseur, comme ceci. Vite. Voilà. Là, vu l'angle que tu as, ça fait un peu, ouais, voilà, change d'angle parce que ça faisait cuvette de toilette. Là. Et donc là, avec CTRL-T, zzz, Ouais. l'autre sens. Ah, c'est vrai Bon, il y a que quelques petites pétouilles, mais c'est vite corrigeable. Ah, ça te fait un base mesh assez rapidement, quoi. Ouais, bah exactement. Donc là, par exemple, imaginez, vous avez votre tête. Genre, on va faire ça, on va faire Shift A, Adam et on Suzanne. va ajouter Ouais, non, mais Suzanne, je suis contre Suzanne. Je vais remettre le pivot au centre. Ah. Ouais, tu préfères la tipote? Donc, hop là. If, On dirait que tu as fait un collier à un des bocals de. Ce qui est génial, c'est que tu vas Futurama. pouvoir faire une super transition de malade sur le Grid Fill Tool. je l'ai pas installé. Mais il y est par défaut. Hein.
Tiens, regarde, tu voulais savoir comment je faisais pour ajouter des subdivisions avec. Donc je fais CTRL B, j'ai ça et je fais plus. Donc comme toi, tu vois, je le change en 2 secondes. Ouais. Voilà. Donc imaginons, ceci c'est une tête. Donc c'est une tête. C'est plutôt enfin, une c'est un centrale nucléaire. C'est un coup. On a notre coup. Voilà. Donc, on a notre collier ici. On va faire CTRL T. Pouf. Pour le mettre comme ceci. Et tu peux snap directement la géométrie sur le... Oui, tu peux, oui. Bah C'est d'ailleurs, tu Ah, fais c'est ça. des curves, là, donc, C'est des... Je sais pas si on peut shrink warp. Cylinder. Bah oui, voilà. C'est vrai que j'oublie souvent d'utiliser le shrink wrap, c'est quand même assez chouette. Voilà, regarde, imagine, t'as ton truc là. Donc on va l'appliquer quand même. On va se remettre en mode objet, on va l'appliquer. Voilà. Et là, tu fais un petit CTRL T. Pouf. tu peux faire un Alt S aussi. Ouais, Alt S, c'est pour diminuer la taille. Et sinon, on peut faire... Enfin, bref. Vous voyez le principe, quoi. Un truc qui est pas super pratique par contre, c'est quand tu veux partir par exemple de vrais vertex et pas d'une courbe. Par exemple, rajouter une... je sais pas si tu fais, admettons, un chemin de vertex et que tu veux rajouter un cylindre autour ou une étoile par exemple pour faire un espèce de tube. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça c'est assez embêtant à faire avec sur Blender. J'ai pas capté du tout ce que tu veux dire, non. Si tu fais une extrusion de vertex, genre juste un seul vertex, tu le dupliques et tu fais un chemin avec. Genre, donc Shift D. Et voilà. Si par exemple, juste le chemin que tu as fait là, tu veux lui donner une épaisseur, mais à partir d'une autre forme, à partir d'un autre mesh, et que ça suive le truc, tu es obligé d'utiliser un. Il y a un truc spécial, j'avais vu, mais c'est pas super pratique à faire, et dans les autres softs, on peut le faire ça. Dans Tu certains peux, en fait, tu dupliques ton chemin là, tu le convertis en courbe. softs. Ouais. Ouais, et puis après, tu fais une extrusion. Et puis après, Il y a un modifier curve, c'est ça Tu te fais une forme sous forme de profil, quoi, sous forme d'un autre objet courbe, et tu en fais un bevel object. Tu le choisis dans les propriétés de ta courbe en tant que bevel object. D'accord. Et elle est cachée où cette option? Parce que je me souviens que dans la 2.49b, je me souviens d'où elle était. C'est dans les propriétés de la courbe. Hein, c'est dans le panneau géométrie, je crois. Parce que c'est vrai que enfin, moi je trouve ça plus pratique d'être en modélisation polygonale au niveau quand je dois faire des chemins ou des trucs comme ça par exemple. Tiens, regarde, on est encore sur mon écran ou on est sur le tien là? On est toujours sur ton écran. Ok, un truc que je trouve génial dans Blender. Si tu veux le faire en polygonal, c'est-à-dire que tu crées ta courbe, tu crées ton profil directement sous forme de n-gone, et puis après t'as plus qu'à extruder ton n-gone. C'est-à-dire que tu commences par faire ta forme. Oui, bien sûr, mais je veux dire, si par exemple t'as déjà, un chemin tout fait, enfin je sais pas, je sais plus pourquoi j'en ai utilisé, pour faire une corde, je me souviens, ou un truc comme ça. Après t'as beaucoup de géométrie à travailler, alors que là t'as directement le mesh qui bouge en temps réel la forme, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça change rien, tu peux l'extruder, et puis après tu vas snapper ta face sur le vertex. Ouais, mais après tu te retrouves avec une grosse densité de polygones, et au niveau des sélections, après si tu veux bouger la forme de ta corde par exemple, ou ce genre de choses, c'est un peu galère. Après c'est vrai qu'il y a le skin. Mon smooth. C'est vrai qu'il y a le skin. Maintenant. Donc le skin, c'est ce que je suis en train de montrer en fait. Hop là. J'ai pas mis mes mes pailles menus, donc je suis méga perdu. J'ai tellement l'habitude de bosser avec ça. Donc le skin, c'est comme les Z-sphères, c'est vraiment génial, parce qu'il suffit de faire une petite extrusion. Et je trouve ça mieux géré que les Z-sphères dans la mesure où le merge, on peut contrôler vraiment comment les formes se fusionnent, comment les différents vertex se fusionnent. Ça c'est un truc qui manque dans ZBrush d'ailleurs. Et en fait, avec ce truc-là, d'ailleurs, bizarrement, il veut plus m'afficher ma subdivision. Je suis en simple, Et je pense que le skin, il doit être au-dessus, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ce modifieur-là, c'est un modifieur vraiment génial parce que ça nous permet, je crois que c'est CTRL-A, de faire des Z-sphères. Et ça nous permet, en 2 secondes, avec l'extrude, vous voyez, pouf, de faire vraiment ce qu'on veut, quoi. Je l'ai présenté dans une vidéo là sur ma chaîne.
Donc une fois qu'on a fait notre truc là, d'ailleurs mon modifier miroir il devrait être au-dessus, je pense logiquement quand même. Je pense que c'est juste ton vertex qui est pas au centre et qui est pas en mode clipping. Ouais, tout simplement, en effet, t'as raison. Voilà, exactement. Ok, donc voilà, vous voyez, si on veut faire un personnage, c'est d'une simplicité, mais c'est affolant, quoi. Clac. Et peut-être montrer le mark loose qui donne un avantage comparé aux Z-sphères de ZBrush. Le mark loose, bah, je t'avoue, je sais pas forcément à quoi il sert ce truc-là. Quand tu fais une main, fais une main avec deux doigts ou trois doigts. C'est de ce côté-là. À partir de ce vertex, tu extrudes 2 vertex, donc tu fais 3 vertex, donc tu fais une branche en fait. Tu vas voir que, bon là ça fonctionne, mais dès que tu es à plus, je sais pas, tu es à 4 doigts là, tu vois, ça va pas te faire une topologie idéale, donc tu prends la base en fait du doigt, de la main, voilà, et tu cliques sur Mark Loose. Ouais, en effet. Et en fait, ça va te faire une... Bon après il faut un peu bouger. Bah, de toute façon, mais là on voit quand même l'avantage du truc, quoi. C'est quand même. Ouais, non, c'est quand même super top. Et la topologie, elle est utilisable en plus. Si tu cliques sur le bouton Create Armature en mode objet. Hop là. Attends, s'il m'a foutu en weight-map, lui. Voilà. Ouais, tu cliques sur Create Armature. Et voilà. T'appuies sur Ctrl Tab. Bon, là, t'avais appliqué. Attends, reviens en arrière. Reviens en arrière. Voilà, applique ton miroir. Ouais. Voilà, tu Create Armature. Et là, tu fais Ctrl Tab pour passer en pose mode. Et là, tu as accès carrément à ton rig. Ouais. Et là, tu peux déplacer tes bones avec R, G, etc. Et S, tu peux scaler aussi. C'est franchement génialissime. Moi, j'adore ce truc-là, quoi. Ça permet donc déjà de... Pour vous donner une idée, hein, c'est pas juste un jouet. Tu peux par exemple démarrer à partir de ça pour faire un sculpt déjà posé. Ce qui est quand même super pratique. Pour faire je sais pas, un style, une image juste avec une pose dynamique et tout. C'est super pratique. Et l'avantage, c'est qu'on a la géométrie qui est détachée du rig. Alors que dans ZBrush, on a... Enfin, les Z-sphères, dis-moi si je me trompe, Romain, hein, mais les Z-sphères, une fois qu'elles sont appliquées, elles sont appliquées, quoi. Tu peux quand même revenir parce qu'il duplique le... Ouais, mais t'es obligé de redémarrer ton sculpt, quoi. Non, les Z-sphères, c'est quand même assez costaud. Hein. C'est pas... Ouais, les Z-sphères, c'est costaud. Hein. Ouais, mais t'es obligé de redémarrer ton sculpt. Là, comme on peut le voir quand même sur Blender, j'ai fait un personnage en 2 minutes. Et à partir de là, bah, j'ai... Enfin, c'est... Et la topologie, elle est idéale, en plus. Et la topologie est sympa aussi. Hein. Donc on va activer le wire pour vous montrer. Donc vous voyez, on a quelque chose de... Bon, sur les mains, c'est pas forcément parfait. Mais sinon, sur les trucs comme ça, là, c'est nickel. Bah, l'idée de base, c'était pour faire un base mesh, quoi, en fait. Ouais, voilà, exactement. Pour partir donc, sur du sculpt après, quoi. De toute façon, à partir de là, on peut partir sur du... sur du sculpt. Ou de la d'Inatopo, tout simplement. Hein. Mais ça, c'est un petit truc que franchement, j'aime bien, quoi. Peut-être montrer le Grid Fill Tool aussi, qui est vraiment quand même... mets-le sur ton truc, moi je l'ai pas installé en fait. Bah en fait, il y est par défaut en fait. Bah attends, je vais supprimer si par tout exemple, bon bah je peux vous montrer, par exemple on a une plane, je vais rajouter donc la topologie, j'aurais pu faire un subdivide, oui. Et on se retrouve souvent dans un cas de figure où on doit compléter des formes en modélisation. Par exemple, si je veux remplir tout ça, bah là je devrais le faire dans la majorité des softs, il faudrait le faire à la main en rajoutant des choses comme ça et en venant fusionner les faces comme ça, et puis etc. Bon là je le fais avec peu de topologie, mais bon, imaginez qu'il y a beaucoup de topologie. Là l'avantage c'est que je peux sélectionner 2 edges avec le même nombre de polys. J'appuie sur CTRL F pour accéder au mode face, et je clique sur Create Fill, et puis ça me complète automatiquement ma topologie. Et puis ça suit la forme en fait aussi. Ça c'est plutôt chouette. C'est un outil vraiment pratique quoi. C'est vraiment pratique. Et puis ce qui m'a impressionné surtout c'est que ça garde bien le volume. Ça c'est vraiment chouette. Puis après il y a un autre outil, je peux le montrer aussi rapidement, qui est super pratique en rotopo. C'est par exemple vous êtes dans une situation comme ça où vous avez fait vos 2 edge loops et vous avez donc le même nombre de vertex de chaque côté. Et vous avez une courbe qui part dans une direction, X ou Y. Voilà.
sélectionner juste l'edge du haut, et maintenant que le F2 add-on a été intégré dans Blender, vous Faut pouvez quand même l'activer aussi. ouais, il faut l'activer, je crois. Mais je suis pas sûr de ça. En fait, non, t'as une version de base qui te permet, là, s'il fait s'il fait 2F, il va avoir la complétion. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il active F2 add-on s'il veut partir d'un point dans un coin Voilà. et Exactement. Là, en fait, là, je sélectionne cette edge, j'appuie sur FFFF, ça me complète ma forme, et ça continue derrière. Hein. Ça, niveau pro, ça me fait gagner un temps, mais de malade. Ça, c'est impressionnant. Et c'est surtout ici, donc ce que disait Ronan, on peut très bien ici sélectionner un vertex. Et ça, c'est génial en rotopo, je m'en sers vraiment tout le temps. On peut sélectionner un vertex, mettre son curseur à peu près où on veut, et puis générer des faces. Donc là, il faudrait que, par exemple, Faut qu'elle soit ouverte ta face aussi. si par exemple je prends ça, hop, hop, là je peux sélectionner ce point-là, faire une petite... Oulala, je suis un peu perdu. Si je me mets par exemple dans cette situation, je sélectionne ce vertex, il faudrait que je fasse ça. Je sélectionne ce vertex, j'appuie sur F et Blender automatiquement analyse en fait le mesh et positionne la face suivante, complète Et la face. ça c'est vraiment génial. Ouais. Et surtout quand on est en rotopo, ça fait gagner un temps de Bah, malade. même en mode normal, hein, même en extruded, je trouve que moi personnellement je m'en sers énormément. Bon après je sais qu'il faut pas trop en demander non plus parce que c'est pas magique, mais là, moi j'aurais bien aimé qu'il fasse la même chose dans ce cas-là. C'est-à-dire que là t'es obligé de faire le truc à la main. Non, tu sélectionnes un edge, puis voilà, tu te mets en mode edge. Ouais. Et si en bas t'as les sélections vertex, edge et face, comme ça t'as pas besoin de changer de mode tout simplement. La face un peu bizarre, ça c'est le triangle de l'impossible, l'escalier de pan rose. Bon. Mais de toute façon, comme on l'avait dit, on fera une vidéo avec tous les trucs vraiment bien sur Blender Ouais. quand même. Mais il faudra qu'on bosse ça, un truc sérieux pour montrer vraiment des trucs sympas quoi. Voilà. Mais sinon, oui, le soft a vraiment des outils, moi, qui me font gagner énormément de temps. Là, j'ai fait des objets pour des personnages pour des séries ou alors des objets pour McDo à partir de scan. Donc, avec Rémi, on fait énormément de rotopo et on a tous migré sur Blender dès le début parce que le soft nous permet de faire une rotopo très très rapide tout en bossant, tout en continuant la modélisation. Parce que des fois, les scans qu'on récupère ne sont pas finis, c'est-à-dire il y a des parties manquantes. Et sur Topogun, qui est un soft vraiment bien de rotopo, qui est vraiment bien, donc je le dis 2 fois parce que c'est le cas, on ne peut malheureusement pas continuer une modélisation sur un mesh sur lequel on fait une rotopo. Alors Blender, lui, le peut, donc c'est un très très gros avantage, quoi. Ouais, le screencast key, en effet, on aurait dû l'afficher. Mais on s'est quand même encore une fois barré de nos questions. Donc, les coulisses, là. les coulisses. Donc, la question suivante, c'était pourquoi n'est-il pas appris dans les écoles 3D? Mais ça, on en a déjà parlé. Pour le dire globalement, hein, j'en ai parlé avec mes profs, hein, c'est tout simplement parce que ils voient hein, que Blender c'est un super outil. Mais la réponse au final c'est il faut que l'école elle permette de trouver un job, et au final dans les boîtes ils n'utilisent pas ça, et comme dans les boîtes ils prennent des gens qui ont fait des écoles souvent, c'est pas forcément tout le temps le cas mais souvent, et du coup ils ont appris sur 3ds Max et c'est un truc qui se mord la queue quoi. Et c'est là qu'on tombe sur la question suivante: peut-il à l'heure actuelle être utilisé en prod? Donc toi tu me dis oui à 100%, etc., etc. Moi je te dis non, pas à 100% malheureusement. Donc je vais donner mon avis personnel. C'est que sur les grosses prods, hein, je parle vraiment sur les grosses prods, on utilise couramment Mari, Nuke, etc., etc. Et on a besoin de transférer des scènes d'un soft à l'autre. Donc si on veut bosser sur un soft comme comme Guerilla ou comment il s'appelle l'autre, Phoenix machin, là je me rappelle plus comment il s'appelle, le truc procédural là, et je l'utilise jamais donc je me rappelle jamais. Enfin bref, on a besoin de pouvoir envoyer nos scènes d'un soft à l'autre. Donc là le Blender, le problème c'est qu'il ne peut pas forcément, il ne dispose pas d'alambic, et à partir de là c'est vite rédhibitoire. Ensuite on utilise beaucoup Mari en prod, parce que le soft permet de faire de peindre un objet complet avec Xmap.
Et Blender ne gère pas, du moins ne gère pas de base. On peut créer, comme je l'ai fait, je veux dire l'Udim Texture. Donc l'Udim Texture, c'est le fait d'avoir un node où on met juste la première texture et il va loader automatiquement les autres textures, donc de 1001 à 1008 par exemple, sans avoir besoin de créer un node et d'aller chercher toutes les textures à la main, quoi. Et Blender ne le gère pas. Et on peut le faire à la main, comme je l'ai fait, mais le problème c'est que son displace n'étant pas nodal, on ne peut pas le faire directement. Donc à partir de là, si on veut faire une prod avec du displace de l'Udim Texture, c'est mort. Donc pour moi, rien que pour ça, c'est embêtant. Après, pour tout ce qui est animation, etc., je ne saurais dire, c'est pas mon métier. Mais en tant que modeleur qui fait des rendus, etc., si je veux balancer ça sur Guerilla, je suis obligé de passer par Maya, ce qui est embêtant. Et si je veux faire de l'Udim Texture, ça pose problème, quoi. Parce que ZBrush, il gère. Sur ZBrush, si on a un mesh avec X tiles de texture, on peut exporter les maps, toutes les maps, même le displace, etc., sans problème. Mais Blender ne le fait pas. Voilà. Après, moi je pense, déjà moi je fais plus de jeux vidéo que de 3D, cinéma d'animation, etc. Et je me mets doucement à tout ce qui est effets spéciaux pour l'école. Et franchement, déjà pour tout ce qui est jeux vidéo, je vois zéro blocage en fait, parce que dans le jeu vidéo on a de la modée. L'Udim Texture en général, on n'essaye pas. T'auras juste le PTEX bientôt. Ouais, c'est vrai qu'il va venir dans Blender. Ah ouais, dès que OpenSubdiv arrive, t'auras le PTEX. Et puis, je peux revenir sur l'argument que tu avais par rapport à ZBrush. À ZBrush, tu dis qu'il y a zéro problème avec l'export. Non, ZBrush. Non, j'ai pas dit ça du tout. J'ai dit qu'avec ZBrush, tu peux exporter tes maps quand tu as X maps sur un seul modèle. Après, sur Z. Il y a GoZ maintenant avec Blender qui fait très bien. Tu peux passer. Oui, mais non, c'est pas ça. C'est différent en fait. T'as été un peu confus sur l'Udim Texture. Ouais, alors je vais répéter. Ouais, non, j'ai pas sur. Donc, l'Udim Texture, c'est le fait d'avoir un mesh avec X tiles de texture. En général, on a une valeur de 0 à 1. On a un carré dans les. Vas-y, montre ton UV Texture Editor. Crée un plan. J'aurais pu le faire d'ailleurs dessus, mais c'est l'habitude, excusez-moi. Voilà, donc là, on le voit en fait sur la vidéo, on a un carré. Voilà. Donc si on crée un plan, qu'on déplie les UV, nos UV seront dans ce carré. Le principe de l'Udim Texture, c'est de déplacer ces UV dans X carré horizontalement ou verticalement. Comme ça, en fait, si on a un objet composé de X objets, genre si on fait un tank, qu'on a plein d'objets différents, on va placer nos UV comme ceci, comme comme Pierre est en train de le faire, avec des valeurs de comment dire, mais on peut les déplacer plus précisément quand même. Mais je veux dire, sur Blender, on peut pas malheureusement agrandir la taille du canevas de l'UV Texture Editor, mais sur les autres softs on peut. Et du fait d'avoir toutes ces textures les unes à côté des autres, les unes au-dessus des autres, sur Marie, on va pouvoir peindre le tank entier en un seul coup. Là où sur Photoshop, on sera obligé d'ouvrir les textures 1, les textures 2, les textures 3, les textures 4. Et quand on fait une modif sur une texture, il faudra la répercuter sur tous les trucs. Alors moi, je vais juste faire une parenthèse. Tu peux très bien, ici, dans ce panneau-là, venir mettre différentes maps d'UV sur différentes parties. Oui, ça, tu peux le faire aussi sur Maya. Ça t'empêche de le faire. Mais c'est pas comme ça, malheureusement, que Marie fonctionne. Alors, je suis d'accord avec toi, mais la question qui me vient à l'esprit, la réponse qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est peut-être que Blender n'est pas actuellement prêt à bosser en production en connexion avec des softs, des techniques déjà très précises, de gros softs. Mais peut-être que tout seul, juste pour faire la prod de A à Z avec Blender, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si tu n'utilises pas l'Udim Texture, etc., non, il n'y a aucun problème, c'est clair. Mais si tu utilises ça, les UV maps, ce qui revient à peu près à la même chose que tu viens de me dire. Si tu utilises les UV maps, tu vas pouvoir, mais le problème, ça va être de bosser tes maps en elles-mêmes. Ça va être l'enfer. Alors que grâce à Marie, comme tu peins tout d'un coup,
vu que tu as accès à toutes tes maps d'un coup, tu gagnes un temps fou. Après, moi, je t'avouerai que j'ai jamais essayé de peindre avec de l'ultime texture, étant donné que dans le jeu vidéo, on s'en sert pas beaucoup. Oui, Mais voilà. déjà, pour l'argument... Non, mais là, il est en train de t'expliquer pour faire Iron Man ou Pacific Rim, pour faire un bon gros blockbuster hollywoodien. Mais- C'est pas possible parce que Voilà. tu vas travailler avec des gens qui bossent sur autre chose, quoi. Mais Non, déjà, puis- ce puis que en je veux plus, dire, c'est que comme tu déjà... Ouais, vas-y. Excuse-moi. Comme tu me disais, toi, sur un personnage, tu fais une map en 4K, c'est suffisant. Bah, en fait, non, pas du tout. Une map en 4K sur un personnage, dans les films, quand tu vas venir zoomer sur la main pour voir là, une goutte qui va venir glisser sur sa main, tu vas avoir tous les pores de peau. Bah, ta map de 4K, ça va être caca. Alors que avec l'Udim Texture, tu vas avoir une map de 4K juste pour la main, une map de 4K juste pour le bras, une map de 4K juste pour la tête, Mais etc. D'accord. Et donc, niveau détail, niveau précision, ça n'a rien à voir. Mais c'est concrète- justement, c'est ce qui me pose un peu de questions, je sais pas si on peut peindre en temps réel avec les UV maps, j'ai jamais essayé. Je sais pas, j'ai pas essayé non Mais plus. si on peut le faire, c'est ça en fait. Oui, Donc voilà quoi. mais est-ce que le problème, c'est que ton displace, il ne le gérera pas, par exemple. Mm. Si t'as un displace, c'est mort. Et comment Bah. ça se passe chez Blender? Ils pourraient quand même penser à quelque chose, l'implémenter. Ah oui, bah ça va être fait, à mon avis. Hein. De toute façon, s'ils veulent que l'outil soit utilisé en prod, ils vont forcément, déjà, on va avoir OpenSubdiv, Bah, ils vont on penser va avoir à- l'Alembic, on va avoir le PTEX, etc. Donc oui, ça va venir. De toute façon, c'est un truc qui est de base, c'est sur Vray. Il y a juste un node, il suffit de loader, on met juste la première texture, il va loader toute la suite. C'est sur Guerilla de base, c'est sur tous les softs en fait, sauf sur Blender. C'est vrai que ça a l'air très avantageux. Et au niveau poids, c'est quand même pas trop lourd. Bah, en général, quand tu bosses sur des grosses prods, t'as une, Ouais, t'as après, une c'est machine, très- t'as une machine de malade. Hein. Mais moi, sur Ouais, donc Guerilla, justement, si t'as une machine de malade, Oui, qu'est-ce qui non, mais t'empêche de attends, sortir une map de 16K par exemple? parce que la map de 16K, elle sera plus lourde à gérer que X map de 2K. Hmm. Tu vois, une seule map de 16K imagine une map de 16K en 10 places 32 bits, ça va te faire combien de gigaoctets? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que visuellement, la viewport, elle va bouffer autant que t'aies toutes tes maps affichées avec de l'UDIM ou que t'aies toutes tes maps affichées avec une texture de 16K. Ça bouffe autant dans la viewport. Non, je pense que ça bouffe beaucoup moins. Mais à l'affichage, c'est l'affichage qui bouffe. C'est pas C'est des la même instances. chose. Elle est chargée une fois la map. Une fois que t'es fini le chargement, c'est bon. C'est bougé autour de la viewport. Et c'est ça qui bouffe. Bah là, C'est ça là, franchement, je ne saurais te dire, C'est pas mon. pour ça que je comprends pas vraiment à part bosser la connexion, ce qui n'est pas possible encore avec Blender, avec Marie, des trucs comme ça. Pour l'instant, si on reste dans Blender, je vois pas, enfin le résultat que tu es en train de me décrire, on peut l'avoir, je pense. Non, Ce qui me fait marrer, c'est qu'on a débuté avec le truc du clic droit, les débutants, et là on est arrivé au sommet. Bah, on est dans la question en même temps, est-ce qu'on peut l'utiliser en prod, donc Ouais, voilà. le clic Enfin, droit c'est résolu en point de Enfin bref, normalement, un soft gère beaucoup plus facilement plein de petites maps qu'une seule grosse map. Parce qu'une seule grosse map, c'est un seul fichier. Plein de petites maps, ça peut être multithreadé par exemple. D'accord. Donc tu vois, à partir de là, moi, sur mes persos, par exemple, que je fais avec Udim sur Guerilla, je peux avoir 16 maps de 4K. Le soft, mais il le sent même pas. Et j'ai essayé de le faire sur Maya et Vray, c'était une horreur. Le soft avait du mal. Donc après, à voir sur Blender ce que ça donnera, mais concrètement, pour bosser en prod, il faut au minimum qu'il ait certains outils qu'il n'a pour le moment pas du tout, mais qui vont bientôt arriver. Et Pierre Armand, il me semble que ce genre de truc c'est géré aussi dans Unity, avoir plusieurs maps. Bah, c'est possible, plusieurs mais maps. c'est possible, mais c'est un peu, c'est pas beaucoup fait en. Ouais, Enfin, non, c'est pour les prods, hein, c'est pour par exemple sur l'armure d'Iron Man, pour Je avoir pense- autant de détails, il Ouais. faut X maps simplement. En jeu vidéo, tu te contentes d'une map pour, je sais pas, une épée, une map pour la tête à la limite quand tu veux faire un gros blockbuster, un triple A quoi. Et pour revenir Et, sur ce que tu es en train de dire, l'avantage de l'Udim Texture par rapport à ça sur Marie, c'est que tu vas faire ton personnage et sur chaque objet, tu vas déplacer ta map, comme ça tu auras X style. Et comme ça, en fait, tu pourras peindre ton personnage complet d'un seul tenant. C'est tout l'avantage, en fait, de l'Udim Texture. Justement, moi, je trouve que c'est un énorme avantage ça, mais je me pose la question si avec l'UV Map c'est pas possible. Parce que j'ai jamais essayé. Je sais pas, il faut Non, mais essayer. déjà dans Blender, tu gères qu'une texture à la fois quand tu peins. Donc, Ouais, voilà.
Mais même avec la projection, avec le projection. Parce que sur Marie, même si Non, c'est mais- des objets, sur Marie, si t'as importé ton OBJ, donc c'est un seul objet, mais il a X map. Quand tu vas peindre tu vas peindre tout un trait, par exemple, sur ton perso complet, ça va utiliser en fait, ça va le faire Oui, sur ça va X utiliser map. toutes les tailles. Ouais, d'accord. Voilà. Et alors que sur Blender, là, tu pourras pas. D'accord, ok. Enfin bref, ensuite pour revenir, pour recentrer le débat sur le est-ce qu'il peut être utilisé en prod, pour une prod, par exemple une petite société qui fait une publicité, un freelance, etc. Alors là, Blender, franchement, moi je dis il faut absolument l'utiliser. C'est vraiment le gros avantage du soft, parce qu'on peut tout faire de A à Z. Donc pour moi, Après- pour ça, c'est possible. Après, je voudrais juste citer un article que j'ai vu sur Blender Nation où il y a un gars de chez Pixar, De Rose, je crois qu'il s'appelle, qui a dit que les outils qu'il y avait dans Blender, c'était globalement tous les outils qui étaient utilisés chez Pixar. Donc moi, rien que cette phrase, venant d'un gars d'une boîte qui fait quand même des films qui ont été remarqués dans le monde de la 3D, je me dis que on a la possibilité déjà avec ce qu'on a actuellement de faire des prods. Si quelqu'un de... Bah, même sans ça, hein, tu le vois très bien. Hein, quand tu regardes les tutos d'Andrew Price ou CG Cookie, etc., les mecs ils se font des animations de A à Z dans Blender et ils sortent même la vie. Donc, ou le point move. Donc à partir de là, c'est juste que les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas qu'il y a un séquenceur pour la vidéo. Ouais. Il n'y a gens pas ne- beaucoup de tutos d'ailleurs. Les gens ne savent pas. D'ailleurs, c'est un truc très bien que je trouve sur Blender, c'est qu'un débutant, il va directement passer à la compo. Un débutant sur Maya ou Max, tu vas y parler de compo, il va dire oh putain non attends c'est super compliqué ça, il me faut nuke et tout. Alors que sur Blender, bah tu mets le node éditeur puis voilà, tu fais ta compo quoi. Il y a une table de montage, mais c'est vraiment, vraiment génial. En tout cas, de En ce plus- point de vue-là. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est pour ça que moi j'aime le soft. De toute façon, on peut le voir quand les gens qui sont Non, mais, comment dire, Reviens juste avec le vidéo éditeur et ajoute une scène, une fiche scène, tout simplement. Tu vois, t'as la preview OpenGL dans le truc. Donc même avant d'avoir fait le rendu du film, on peut faire le montage. Avant d'avoir fait le... Et ça, c'est génial pour les ah animatiques. ça j'avais pas vu, ça je savais pas. C'est génial pour les animatiques. Ça. Je sais que là, on va bientôt devoir faire des animatiques pour des projets de cours. Ça va être d'une grande utilité d'avoir sur le vidéo séquence éditeur, d'avoir le rendu OpenGL. Et puis, franchement, le principal avantage que je trouve à Blender, c'est vraiment d'être un package tout en un. On n'a pas de problème on se pose plus de problème de compatibilité. On se pose plus de problème de réapprendre une nouvelle ergonomie, des nouveaux shortcuts, etc. Parce que les shortcuts sont les mêmes. Là, par exemple, je suis dans la vue 3D, je veux déplacer mon cube, c'est G. Je vais dans le vidéo séquence éditeur, je veux déplacer ma scène, ma séquence, bah c'est G, c'est pareil. Tiens, Donc, du ajoute coup- une seconde caméra dans ta vue 3D. Bah, tu sélectionnes l'autre, tu fais Shift D. Non, Tu mais c'est juste pour montrer que dans le vidéo séquenceur éditeur, tu peux Non, changer, c'était pour l'embêter, pour dire qu'il se prenait chou, il avait juste à faire Shift D. dans le panneau scene en fait, des propriétés de ta strip, tu peux changer. Tu vois à droite, t'as le panneau edit strip, tu fermes, tu descends dans strip et là tu peux changer ta caméra là. Au-dessus, t'avais le panneau scene. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est plutôt une bonne chose, ouais, effectivement. Bah ouais, bah pour faire du storyboarding et tout, de l'animatic 3D, pardon. C'est plutôt une bonne chose. Donc là, pour résumer sur la question de base, on pourrait définir que Blender est utilisable en prod, mais en fonction de la prod et des gens qui sont sur cette prod et de la surtout si on finalité du utilise- projet. Et surtout si on utilise Blender de A à Z ou non. Ça va dépendre, je pense, de la nature du projet et des personnes qui, Et des qui softs. sont dans ce projet. Et des softs propriétaires qui sont utilisés aussi. Hein. Souvent, les boîtes, ils ont leur moteur de rendu perso, etc. Donc à partir de là, Bah moi j'ai envie de dire, une boîte qui utilise Blender et qui a 2-3 bons développeurs, avec du Python, globalement tu peux tout faire.
Ouais, bah, c'est le cas. Hein. J'ai envie de dire, les Mais- outils ils vont se développer en interne aussi sur Blender, exactement comme. Le problème, c'est qu'après, les outils qu'ils vont créer, ils vont, comment dire, s'ils veulent enfin, ils seront pas obligés de le donner à la communauté, ils peuvent le garder pour eux, donc au final, tu les auras pas. Ouais, mais ça va se savoir que ça a été fait sur Blender, tu vois. Oui, Je bah de toute pense façon, que c'est une bonne chose. je pense que quand le soft sera déjà utilisé en prod et qu'il y aura des prods vraiment bien qui sortent pour changer, et les gens ils vont se dire, ah bah tiens, au final, Blender il est plutôt sympa. Et ensuite, ils vont l'essayer sans les a priori qu'ils ont habituellement, et ils vont se dire, oh putain, le soft il est vraiment bien. Ah tiens, je peux faire de la compo. Ah, c'est génial. Et au final, voilà, l'a priori des gens va changer. Mais ça, pour le moment, c'est pas le cas. Parce que c'est vrai que autant ce que Andrew dit que l'interface, il fallait la modifier, etc., c'est une bonne chose parce qu'il y a quelques petits trucs à changer. Mais je pense, avec le recul, que ça fait un pataquès pour pas grand-chose. Parce qu'au final, les gens, ils sont tous là, il suffit de voir sur CG Society, ils sont tous là à dire « Ouais, non, Blender, c'est pourri, j'aime pas, etc., j'arrive pas ». Alors que le soft, il est franchement génialissime, quoi. Et ça, c'est assez embêtant, parce que les gens, ils voient ça, ils se disent bon, non, en fait, tout le monde dit que c'est pourri, donc ça doit être pourri, alors qu'ils vont même pas essayer. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est encore une fois de plus un effet social, quoi. Oui, c'est un effet On a- social, c'est un on effet en de est- foule, etc. Et, là, ils ont tous vu la superbe interface d'Andrew, et ils vont tous vouloir ça, alors qu'ils l'auront pas. Donc il y aura beaucoup de déçus. Non seulement ils l'auront pas, et puis si jamais un jour elle existe, je pense qu'ils seront légèrement déçus comparé à l'interface actuelle. Mais le problème, c'est que c'est aussi de se dire, et ça c'est ce qu'on avait dit au départ, c'est aussi de se dire, de se mettre dans le... de se dire on va réapprendre quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Des gens, ils sont pas forcément, je pense pas... ceux Ça- qui sont ça depuis dépend longtemps... des gens. Moi, j'ai pris Blender comme un jouet en fait, parce que j'ai commencé dessus pour faire certaines choses et au final, j'ai continué d'autres choses parce que j'ai vu que c'était sympa. Et maintenant, le soft me procure vraiment beaucoup de plaisir parce que je gagne énormément de temps en modélisation et surtout, bah, comme tu le fais là, on peut faire des trucs tout con. C'est tout con à faire. Il y a des tutos sur YouTube qui durent même pas 5 minutes. Donc, on regarde le tuto en 5 minutes et en 5 minutes, on sait le faire, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment bien parce que le soft est d'une simplicité affolante et une fois qu'on a passé toutes nos a priori et qu'on sait comment le soft fonctionne, bah, on apprend le reste, faire des cheveux, faire des fractures comme tu le fais là, s'amuser avec les rigid body, etc. C'est le genre de choses qu'on n'ose pas faire dans les autres softs parce que c'est compliqué. Là, tu vois, tu l'as fait en 2 minutes et c'est super simple. Pour moi, c'est quelque chose de très très bon sur Blender, c'est sa simplicité d'utilisation et sa logique. Parce qu'on peut le voir, il y a des gens qui sont un peu focus dans le sens où ils disent ouais, je viens sur Blender, mais moi je veux mes outils de max. Mais ça, vous les aurez pas, les gars. C'est pas Blender, c'est pas Max. Il a des outils qui ressemblent, enfin qui ressembleront à ceux que vous voulez sur Max, mais il aura aussi des outils totalement différents. Genre le curseur. Le curseur, c'est un très bon exemple. On va montrer, tiens. Ça, Les trois quarts des gens, ils arrivent sur Blender et ils disent, même moi, hein, au début, hein, oh le curseur c'est pourri, sur Maya c'est plus simple. Qu'est-ce que c'est ce truc qui me gêne qu'il faut que je le mette dans un coin vite? Ouais, exactement. Et pourquoi ça, je peux témoigner. Et pourquoi quand je crée un objet, il le fout sur ce truc de brun là, c'est chiant. Mais en fait, non, au contraire, c'est super pratique, quoi. On commence par quoi pour montrer le curseur? Parce que si jamais il y a toujours des débutants qui sont avec nous. Déjà, le curseur, où qu'on le mette, quand on crée un nouvel objet, l'objet va se foutre sur le curseur. Et ça, c'est super pratique, par exemple, si on a, par exemple, bon là j'ai un sol, admettons, c'est une allée. Je prends ici ce point-là, et je vais dire que mon curseur, je vais le mettre sur ce point-là. Shift S, je mets le curseur sur la sélection, et là, quand je fais spawn un objet, bah, il est déjà sur mon sol. Bon là, j'ai fait spawn Suzanne, il fallait pas faire spawn Suzanne. Genre, je prends un cube. Vire ta fenêtre de texture aussi, quand même. Et vous voyez, il spawn directement dessus. Donc l'avantage, c'est qu'on peut très rapidement se dire, bon, je vais aller là, Shift S3, parce que dans les menus, on peut mettre 1, 2, 3. Par exemple, si je mets... là, ça correspondra au pavé numérique 1, 2, 3, etc. Donc je peux faire très rapidement Shift S3, ça me ramène mon curseur là, et je peux directement faire spawner mon objet là-dessus. Et après, ça c'est à l'usage. Hein. Je dis bien à l'usage, c'est quelque chose de vraiment pratique. Parce que allume 2 objets avec ton curseur. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais.
aligne deux objets avec ton curseur pour voir. Genre, tu rajoutes un deuxième cube ou un cylindre, et puis après, tu fais tu mets ton curseur en tant que pivot des transformations, et puis Ah oui. tu fais un scale à 0 sur un axe. Ouais, en fait, le curseur sert de. C'est un peu comme le working En fait, pivot dans il faut Max. faut que tu coches la petite case qui a Move Center Only. Voilà, ouais. Et là, ça permet de rapprocher les objets sans les scaler en fait. C'est vrai que c'est pratique. Il y a plein de Ouais, je connaissais pas ça. Ouais, c'est vrai que c'est super pratique. Puis comme disait Ronan, on peut les aligner par rapport au truc, quoi. J'ai Genre- aussi, déjà même en rig, enfin je sais pas si vous avez déjà vu des rigs un peu sur Maya ou Max, quand on veut faire sa symétrie. Mais enfin en tout cas sur Max, il y a une chance sur je sais pas combien que ça pète quoi. Parce que la symétrie à un moment elle est pas super bien placée ou que sans faire exprès on a déplacé un os de la symétrie et puis ça y est le skinny marche plus en symétrie et compagnie. Là on peut dire par rapport au curseur, bam, en un coup ça nous fait la symétrie de l'autre côté et puis on peut switcher les noms. Bon, j'ai un peu dérivé vers autre chose, mais j'ai pensé au curseur donc j'ai pensé à ça. Mais on peut changer les noms automatiquement, Blender va nous mettre le point R, point L et va automatiquement faire une symétrie. Et le curseur permet très rapidement de symétriser des objets. Par exemple, si je veux placer ce cube, je fais une duplication, je veux le placer de l'autre côté, je fais SX-1 et puis ça y est, il est de l'autre côté par rapport au curseur. Ah ouais, ça c'est pratique en Je effet. peux Ouais. les faire tourner autour du curseur pour faire des turnarounds, c'est pratique. Il y a plein de trucs qu'on peut faire qui sont assez chouettes avec le curseur, notamment aussi surtout le snap. Par exemple, je passe mon curseur là, enfin, je sais pas, je peux sélectionner cette face et je fais Shift S, Selection to Cursor, bam, ma face elle arrive dessus et puis après je peux merger le tout. Je Il y sais a pas. Il y a pour ceux qui, comme moi, préfèrent en fait le curseur, ce qui est chiant, c'est que pour le déplacer sur une face, sur un vertex, etc., il faut se mettre en edit mode, c'est une perte de temps. Alors, il y a un petit add-on qui permet de le faire automatiquement, donc ça, c'est un truc à savoir aussi. Donc au final, au début, le curseur, on chiale parce qu'on se dit ouais, ça sert à rien, etc. Ensuite, on se rend compte que c'est super puissant. Ensuite, on se dit ah, ce serait bien qu'on puisse snapper directement sans passer en edit mode. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a un add-on pour ça. Donc ce serait bien qu'il l'ajoute de base dans le soft. Ça, c'est ce qui a été proposé dans le doc Google Drive là. Mais sinon, une fois qu'on a tout ça, enfin, qu'on sait comment ça fonctionne, c'est génialissime, quoi. Ça fait gagner un temps fou aussi. Donc ça, c'est le genre d'outil qu'on n'a pas dans les autres softs, qu'on a mais vraiment que dans Blender, et qu'on trouvera pas. Enfin, quand on cherche les outils des autres softs, il faut se dire que c'est différent. C'est pas 100% différent. Il y a quelques petits trucs comme celui-ci qui sont très différents, mais une fois qu'on l'a capté, c'est un plaisir, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Franchement, Blender, ça fait quand même 12 ans que je fais de la 3D. Sur Maya, je commençais à être un peu blasé. Là, j'ai repris Blender et je me fais plaisir. C'est affolant, quoi. Mais en fait, c'est que Blender, pour moi en tout cas, c'est un logiciel où la technique, elle vient après ce qu'on veut faire, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est hyper créatif, en fait, comme outil, parce que c'est genre vraiment une sandbox, quoi. C'est genre comme jouer au Lego, quoi. Enfin bon, c'est une analogie. Hein. Non, mais de toute façon, on l'a vu dans ce qu'on a testé des trucs. Tu me dis, ah, tiens, ce serait bien qu'on fasse ça. On a regardé, on l'a fait en 2 secondes. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et il y a un autre truc qui est vraiment bien dans Blender, bah, c'est Cycle. C'est un des seuls softs qui a un moteur de rendu GPU de base qui fonctionne super bien, quoi. Et comme dit Rémi, on est en train de refaire le premier podcast en plus, en effet. On n'a pas parlé de certains trucs, mais bon, c'est toujours bien de le voir en vidéo et d'avoir d'autres. Non, mais de toute façon, comme on l'a dit, on fera une vidéo avec les trucs fun sur Blender, quoi. Donc, mais là, je crois qu'on a répondu à toutes nos questions, finalement. Sauf si y en a qui ont des questions en plus, enfin, ou des. Moi, il y a un truc que je suis de près, c'est l'animation 2D dans Blender. Ça m'intéresse. Ouais, ça, parce que il y a des outils comme, en fait, tu mets des textures sur des planes. Et tu te fais des marionnettes, mais il y a la possibilité de swapper les textures pour faire par exemple du lip sync ou des trucs comme ça. Moi, je m'intéresse pas mal à ça parce que, enfin, bon, moi, je fais un peu de Flash et du Toon Boom. Du motion design. Ouais, pour faire du motion design ou même de l'animation traditionnelle 2D, quoi, enfin, genre des styles animation Flash, des trucs comme ça, genre des marionnettes en 2D par exemple. Je trouve que c'est hyper pratique d'avoir l'environnement 3D
plus la 2D. Et souvent dans les softs d'animation traditionnels 2D, comme par exemple Toon Boom ou des trucs comme ça, c'est c'est la 3D, c'est en option, quoi. Et je pense que dans Blender, il y aurait, avec en plus, on a un outil qui vient de sortir, si jamais on veut faire directement la modé en 3D, enfin qui vient de sortir, qui est sorti dans une version assez récente. Il y a le line render, non, comment on appelle ça, le freestyle, c'est ça, si je me trompe pas, Freestyle, ouais. qui permet de faire des rendus 2D à partir de 3D, et qui est plutôt vraiment bien fait. Enfin, moi j'ai vu des rendus qui étaient assez chouettes. Et c'est vrai que c'est des trucs, j'ai l'impression que Blender peut être aussi utilisé autant pour de la 2D que de la 3D, quoi. Bah, Et même, Mais en toute l'occurrence, façon- Freestyle, c'est de la 3D. Hein. c'est de la 3D, mais au final, le rendu, c'est de la 2D. Et je pense que ça se mixe très bien avec de la vraie 2D aussi. Si par exemple tu mets une vidéo 2D en fond et que tu composites le tout avec de la 3D, ça passe, ça doit bien passer aussi. De toute façon, oui, on peut faire absolument tout ce qu'on veut sur Blender, c'est ça, c'est vraiment l'avantage, quoi. Puis souvent, il y a les petits add-ons qui apparaissent, et qu'on teste et qu'on fait joujou, on se fait plaisir. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, personnellement, il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles j'ai pensé et qui n'étaient pas dans Blender. J'ai pensé de manière intuitive. Non, c'est vrai. J'ai toujours trouvé un add-on ou j'ai toujours trouvé une solution de le faire. Et en général, ça m'arrive même souvent de pas forcément aller chercher sur le net et directement tomber sur le truc en me disant oh bah tiens, par exemple G c'est grab, ou je sais pas, S ou R c'est la rotation, je veux faire une rotation, j'appuie sur R. Bon, c'est un exemple simple, hein, mais je veux dire, ça m'arrive souvent de trouver tout de suite les outils, ou même, comme je le disais, en appuyant sur espace, quand on connaît un peu le vocabulaire de la 3D, on trouve tout de suite ce qu'on veut. Et pour une personne qui débute le soft et qui connaît les autres, souvent on va avoir des choses qu'on n'aime pas. Ça, c'est obligatoire. On va pas aimer le curseur, on va pas aimer telle ou telle chose. Et le truc assez marrant, c'est que au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ce que je n'aimais pas, bah, il y avait moyen de corriger ça. Ou plutôt, oh, il n'y a pas cet outil ici, fait chier, etc. Mais en fait, il y est, oui. Et ça, c'est bien dans un sens où ça permet de... Comment dire, Blender, à l'heure actuelle, à part l'Udim Texture que je n'ai pas et l'alambic qui m'empêche d'aller bosser sur Guerilla, enfin qui m'oblige à passer sur Maya, il n'y a absolument rien qui me bloque dans ma façon, pour ce que je fais moi. Moi, je fais de la mode, des rendus, des animations, etc. Et ça, c'est cool. Alors que sur d'autres softs, je serais peut-être bloqué, mais concrètement maintenant autant sur tous les autres softs, enfin sur tous les softs on fait tout. Mais là l'avantage de Blender c'est d'une qu'il est gratis et qu'il a une communauté énorme. Mais si on n'a pas envie de mettre 4000 € dans Maya, bah voilà on a Blender et il fait exactement la même chose. Donc avec des trucs en plus, avec des trucs en moins, mais voilà quoi. Donc ouais. Donc est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on part sur autre chose, Rémi? Bah, qu'est-ce que tu- Vas-y. Juste si Pierre peut faire un petit rendu freestyle pour que les gens comprennent à peu près ce qu'on voit, juste une Suzanne ou un truc comme ça. Ouais. Ah, Suzanne. Donc, ouais, le rendu freestyle, c'est un Alors, rendu. j'ai pas beaucoup touché, mais je sais que en tout cas j'ai eu des beaux rendus. Donc, Monkey, hop. Ah, je suis bloqué parce que je suis. médian. Ah, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi la possibilité de tourner les objets avec le rotation, etc. Parce que quand je récupère des scans qui sont à Bubblewell dans la, comment dire, dans la vue 3D, avec le curseur, je vais venir plaquer directement l'objet au centre de la sphère, enfin de la scène, même si son pivot, lui, n'est pas au centre. Ou même si le pivot est au centre, et ça c'est vraiment bien. Et les outils de rotation sont plutôt fun aussi, je trouve, parce que c'est fluide, c'est rapide, Tu veux dire le double R, c'est ça? Ouais, le double R ou même le R en fonction de la vue, c'est super sympa. C'est quoi. vrai que placer une light en orthographique comme ça, avec en appuyant 2 fois sur R, c'est génial. Ah, je voulais parler d'un truc aussi tout à l'heure, je parle d'appuyer 2 fois sur R. Si vous êtes en mode, par exemple, édition sur un Edge, vous appuyez 2 fois sur G, et vous avez Ouais, le ça sliding slide, qui est ouais. automatique. Ouais, Et ça, j'utilise beaucoup aussi. en rotopo, mais moi tout le temps. Genre, ça permet de garder le volume en fait, c'est un Edge slide. Avant, il fallait faire CTRL E et aller dans Edge Slide, c'était pas pratique. Et ne parlons même pas de Max où il faut aller dans un outil, je sais pas, dans un truc. Et je sais que c'est la première chose qui m'a marqué sur Max. Bah, l'avantage sur Blender, donc- c'est qu'on. Donc Ah, vas-y, 3ds Max, c'est juste c'est dans la géométrie, quoi. Dans Edit Geometry, quand tu es en mode sous-objet, tu as juste les contraintes, Edge, Face, normal, et tu cliques l'option. Ouais, mais tu Oui, peux mais- juste cliquer dans le truc, le machin, alors que là, c'est t'appuies 2 fois sur G. Ouais, c'est mais faut le pas- savoir.
si tu le sais Oui, pas. il faut le savoir. Ouais. C'est clair. Donc Comme je te disais, tous les softs, ils sont à l'heure actuelle, tous les softs se valent, hein. C'est clair et net. Si on va sur Blender, c'est qu'on a envie d'aller sur Blender parce que au final, qu'on aille sur Max, Maya, XSI, Blender, il n'y a aucune différence. On fera exactement la même chose. Donc après, c'est vrai que sur Blender, tu feras peut-être plus de choses parce qu'il y aura la compositing, parce que tu pourras directement balancer ça sur une ferme de rendu gratis comme Shipit, etc. Disons que t'es pas obligé de sortir du logiciel pour finir ton Voilà. travail. Voilà, ça c'est plutôt bien. Mais tous les softs se valent, faut pas Décoche tomber le dans la scale, guerre, est quoi. solide, fais-toi juste un rendu de ligne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ah, mais là, il y a sa Dès- réputation en jeu, alors il veut faire propre. Non, mais je dis décoche le sky et l'affichage du sky et d'efface, et puis comme ça, tu auras juste le rendu de la ligne. Tu lui files une couleur, et puis on verra. Ça sera vite fait. Il est perdu, que faire? Ce que je comprends pas là, c'est que je suis dans le séquence render. Attends, 30 secondes. Ah oui, si, oui, t'as ta scène Ouais, qui est toujours dans le vidéo éditeur. Ah ouais, bah décoche le séquenceur. c'est où qu'on le décoche déjà? Il est perdu, il est Non, perdu. post-processing, non. Merci. Ah bah voilà. Bon, là il est un peu pas beau. Hein. On s'en fout, On c'est veut juste le pour, solide. c'est juste Je pour rajoute montrer. un modificateur. Mais j'ai vu des mecs faire des trucs super sympas avec ça, hein. Ouais, juste les lines, c'est déjà super cool. Quoi. Il y a moyen, avec une vue 3D, d'avoir un effet Puis une de alpha. peinture ou de plan archi, Tu par rajoutes exemple. un modificateur calligraphie, là, au line style. Ah, celui-là, j'avais jamais essayé, tiens. Moi non plus. Non, Donc, non, c'est c'est dans les. un C'est dans les, modificateur. le panneau des render pass. Ouais. En bas, t'as le lifestyle, tu peux lui ajouter un. Tu vas chercher géométrie, Dans géométrie. Ouais. et là tu lui ajoutes un modificateur calligraphie là-dessus. Ah, ça c'est vachement intéressant. Ça je savais pas. Calligraphie. Y a pas un- Il y est pas. Je le vois pas. Non. Ils l'ont renommé. Attends, je regarde. Ah bah. Guiding Line, peut-être, Il non? laisse sauter. Non, c'est pas ça le Guiding Lines. Oula. C'est bizarre. Ah, j'ai fait le truc. Ah ouais, non. Ouais. BC. Ben, je BC, sais pas. non. Et là, t'es dans la 268 là? On le voit en haut. Ah, c'est- Et ouais, et voilà, c'est le problème du direct. Et là, on se dit, oh bordel, Ah non, Andrew, non, il je a me suis raison. planté, c'est dans Thickness. Je me suis planté, désolé. Il est dans. Il est dans pas dans Thickness. géométrie, mais dans thickness. Pas dans géométrie, dans thickness. Ouais. Ouais, j'avais compris fitness, je fais ça, tu fais du sport. Donc- Pam. C'est Ah ouais, une façon non, un peu ouais, triste c'est vrai que de c'est rappeler assez les blancs. ouf. Ouais. C'est vrai que c'est assez fou. Bah, c'est assez fou, les autres softs le font aussi, hein, faut pas non plus. Non, mais avant, dans Blender, t'avais le droit à ça, au Edge, comment on appelle ça, au Ouais, c'était. au C'était vieux vraiment truc très- Edge. Voilà. Ouais, mais je veux dire, faut pas non plus s'extasier pour un truc que t'as dans les autres softs de base, quoi. Non, mais je suis juste super content que. Mais c'est ça bien le de soit. l'avoir, ouais. Mais C'est Blender bien. est un soft de base. Parce que c'est Oui, vrai qu'on appelle mais les autres les softs de base. Souvent, oui, mais souvent on compare. Donc, le problème des gens qui sont à fond dans Blender, c'est qu'ils disent ah il y a ça, mais ils connaissent pas forcément les autres softs. Mais sur les autres softs, bah ça y est aussi. Et quand Freestyle est sorti, il y a un gars qui nous a fait. Qui a eu un article sur Blender Nation pour parler de JOT et tout le monde était. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est maintenant qu'ils nous sortent ça. C'est un renderer qui a l'air assez sympathique en fait. JOT, tu dessines en fait le style de ligne que tu veux et puis après il te l'applique sur ta primitive. Ça a l'air assez sympa. Mais Bref. pour en revenir au sujet, oui, on Tu peut m'as faire cassé ma énormément joie. de choses. Cédric. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as caché ma joie. Bah oui, mais désolé, mais faut être aussi réaliste. Hein. C'est ce genre de choses-là. J'avais même fait Non, un mais tuto sur Max je pour suis faire. d'accord avec toi, pour faire ça. je sais qu'il y avait ça dans Il y a même- Talray, il y a le. Comment on appelle ça là, le
Toon 2D, non? Ouais, voilà, mais il y a ça sur Mental Ray, il y a ça sur Max, il y a ça sur Maya, etc. Mais c'est quand même bien de l'avoir sur Blender, et là, comme on peut le voir, c'est relativement complet. Donc il y a des gens qui ont fait des choses vraiment, vraiment sympas. Donc on peut faire en fait tout type de rendu sur Blender, et ça, c'est une très très bonne chose. Et un truc qu'on prend l'habitude un peu trop sur Blender, malheureusement, parce que quand on retourne sur les autres softs, on pleure, c'est comme on fait ces rendus cycles, bah, on a l'habitude d'avoir tout en temps réel. Et quand on arrive sur les autres softs et qu'on est obligé de relancer un rendu, d'attendre, relancer un rendu, modifier, relancer un rendu, qu'est-ce qu'on pleure, c'est une horreur. Bah, il y a ça un peu avec VRRT, mais Bah, sur la V3, normalement, ce sera 100 fois mieux sur VRRT. Et à savoir que ce sera aussi sur Blender, heureusement. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on peut pas forcément sur Modo, oui, parce que le moteur rendu le permet. Mais sur Mental Ray, il y a E-Ray, mais j'ai jamais essayé ce truc-là. Il paraît que ça marche pas super. Mais là, Cycle, c'est d'une simplicité, c'est affolant, et n'importe qui peut l'utiliser, quoi. Je pense qu'ils vont vraiment virer, limite au bout d'un moment, ils vont peut-être virer carrément Blender internal et laisser Cycle. j'espère pas, parce qu'il y a des trucs qui sont... Enfin, Bah, sauf s'ils les mettent aussi sur Cycle. enfin en tout cas, enfin je sais pas, moi j'aime... Pour faire déjà, il est un peu plus rapide. Blender internal pour Bah, c'est faire normal, Ouais. c'est un rétréceur de... Donc je pense que c'est toujours bien de le garder, je sais pas, moi pour faire des stories ou des trucs comme ça rapides, c'est plus sympa que de se taper des rendus cycle. Bah, tu sais, un rendu cycle, si tu mets un... Oui, mais tout le monde n'a pas une petite temps. Mais non, mais j'allais dire, si tu mets tes presets au minimum, etc., ça peut aller vite. Hein. Ouais. C'est vrai que toi, comme tu es sur ton portable, tu peux pas non plus faire ça. Un truc que je fais, par exemple, avec Rémi, on fait ça, on a tous les deux cartes. Une carte pour l'interface et une carte sur le rendu. Comme ça, sur Blender, pendant que j'ai un Blender qui calcule sur des rendus, bah, je bosse sur l'autre Blender avec l'autre carte. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, comme on peut choisir en fait quelle carte travaille, quelle carte est utilisée pour cycle, ça nous permet de bosser tout en même faire un rendu. En fait, on va prendre un Blender, on va lui dire ton rendu, tu le feras sur la Titan. On va prendre l'autre Blender et mon rendu, il sera sur la 570. Comme ça, je peux bosser mes rendus sur un Blender pendant que l'autre calcule les rendus qui sont déjà validés. Ça, je trouve ça cool. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette config de double cam graphics, c'est surtout de conserver une fluidité optimale sur mon plan de travail. Quand j'ai, par exemple, là, ce qu'on voit à l'écran actuellement, les rendus cycles dans le viewport, c'est parfois ralenti selon les matériaux qu'on a employés et le nombre de passes qu'on utilise. Et là, du coup, j'ai pas ce souci. Je suis pas ralenti parce que j'ai ma carte de calcul qui va compter l'affichage du viewport et l'autre qui va me faire l'affichage. Exactement. Et ça, on le retrouve sur Cycle, on le sent pas. Moi, avec la Titan, je le sens pas du tout. Mais quand je mets Octane, alors là, je le sens à mort. C'est quand on joue sur les notes pendant que le rendu calcule. Si on a une seule carte, c'est une horreur. Mais sur Cycle, on le sent moins. Mais quand même, de fait d'avoir deux cartes, c'est un plus indéniable. En plus, on n'est pas obligé d'avoir une deuxième carte super puissante. On prend une carte à 45 € et on a un truc amplement suffisant pour bosser pendant que l'autre carte calcule. Moi, ça m'a permis de recycler une vieille 8008 GT de Nvidia. Et, et ça a été inspiré aussi par les stations de travail pro avec Optimus. le Tesla et le Quadro, quoi, par exemple. Exactement, bah, c'est exactement le même principe. Une carte pour le viewport et une carte pour le rendu, quoi. Ça permet de décentraliser le calcul et de continuer à travailler sur autre chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de lancer des calculs sur l'un, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Par contre, un truc à ne pas faire, c'est quand on a deux cartes vraiment différentes, d'utiliser les deux pour le rendu. Parce que pendant qu'une va mettre 2 secondes pour finir son rendu, bah, l'autre, elle va mettre 3 heures, quoi. Oui, non, c'est vrai que c'est un peu comme le concept des fermes de rendu publiques, si on peut les appeler comme ça, comme ShipIt, qui est vraiment un service très, très, très bien. Mais parfois, on peut être freiné par une machine un peu moins véloce qui est connectée au réseau. Mais elle participe à l'effort malgré tout. Donc, ça reste un service intéressant. Je pense que à voir si ça va être intégré dans Cycle plus tard, mais comme sur VR3, avoir la possibilité sur le dernier tile qui se calcule, de le diviser lui-même en plusieurs tiles, quoi. Donc peut-être que s'ils le font sur Cycle, le ShipIt pourrait
pourrait, comment dire, l'incorporer aussi. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que par exemple sur Shipit, même si c'est, comment dire, on a une carte qui est assez lente, bah, les 3/4 des gens ont quand même des grosses, d'après ce que j'ai vu moi, hein, les 3/4 des gens ont quand même des grosses bécanes. Oui, Et, bien sûr. et les rendus sont quand même super rapides, quoi. Oui. Et Après, ça, et c'est c'est- c'est gratis. Oui, c'est gratuit. Il y a un système de compte pour passer prioritaire avec des crédits en fonction du temps qu'on alloue sur notre machine pour compter les images des autres. Et c'est vrai que même cycle déjà avec le GPU, quand on définit la taille d'un bucket, j'ai l'impression qu'il finit par se réduire en fonction de ce qui reste à compter, quoi. Donc dans un sens, il fait un peu déjà ce que fera VRE3, mais pour le CPU. Et l'avantage aussi sur Six, c'est qu'on peut calculer enfin sur Shipit déjà, on peut calculer en même temps GPU plus CPU. Oui. Ça, c'est plutôt sympa, quoi. Donc là, comme on peut le voir sur ce que fait Pierre, au final, c'est super simple, hein. Et c'est vrai que personne n'utilise le menu, en fait, le menu T du Node Editor. Ils sont tous là avec le Shift A. Et moi, je lui mets le menu T direct. Je sais pas pour vous, mais... Il y a trois manières, il y a Shift A, le menu T ou le menu en dessous. Ouais, voilà, quoi. Mais le menu T, il est tellement plus simple. Moi, un Ah, truc que je trouve cool aussi, c'est au niveau du compositing. C'est ton compositing qui se fait en temps réel aussi, par-dessus ton image. Je sais pas si c'est. Bah, Enfin, je veux dire, tu l'as nulle part autre, ça, en fait. je veux dire, par exemple, tu te mets là, je sais pas, à la frame, je sais pas, 60, t'as une animation, bam, ton compositing il se met en temps réel, par-dessus ton rendu, quoi. Ça Ouais, dépend mais de la pas nature dans du le pas dans le compositing, viewport aussi. Non, mais sur le compositing. Mais Avec ça, l'auto-renderer, Ça, c'est vrai, comme je disais, c'est Blender, c'est le seul soft où un newbie va apprendre le compositing, quoi. En fait, il va tellement l'apprendre de base parce qu'il va regarder des tutos qui l'utilisent que pour lui, ce sera naturel. Alors qu'un mec qui va qui va être sur Maya, il va se dire, bah attends, compositing, il faut que j'aille sur Nuke ou si je veux vraiment faire un truc classe, ou alors il va utiliser d'autres softs, mais il va être obligé de sortir du soft. Que là, le gars, il va l'apprendre direct. Il va se dire, bon, bah voilà, je vais apprendre le compositing, je vais savoir ce qu'est un mix node, je vais savoir ce qu'est une diffuse, ce qu'est une glossy, etc. Alors que sur les autres softs, il va appuyer sur un bouton, il va faire, ah tiens, ça me fait ça fait de la brillance. Voilà. Que là, je pense qu'une personne qui va apprendre correctement Blender pourrait gagner énormément de temps par rapport à une personne qui apprendra un autre soft. Je suis d'accord. Ça semble une bonne note de fin, non? Ouais, je pense, ouais. Parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Puis là, il se fait quand même assez tard. On est déjà à 2h25. On n'a pas réussi à faire plus court. Donc, désolé pour ceux qui ont réussi à écouter jusqu'au bout. C'était encore une fois assez bordélique, mais on a quand même répondu aux questions qu'on s'était posées. Et comme il y a la vidéo, là, vous allez pouvoir voir ce dont on parle et c'est pas une mauvaise chose. Mais avec Ronan, si tu veux participer, et avec Pierre, on va faire une vidéo qui présente les avantages de Blender. Enfin, les avantages. Les trucs cool sur Blender, on va dire plutôt, parce que ça sert à rien de le comparer, c'est complètement stupide de comparer les softs. Ouais, le mot de la fin, je dirais important, enfin le mot d'avant la fin de Cédric, c'est ça reste que des outils. Et ce qui est important, c'est quand même ce qu'on veut montrer au final. Les Puis gens, ils se voient faire pas plaisir l'outil. aussi. Et se faire plaisir aussi, mais ça c'est secondaire comparé Ah non, à l'image. pour moi c'est primordial. Si tu te fais Ce qui est pas plaisir important, sur un c'est soft, c'est mort. Ce qui est important, c'est l'image qui sort au final. Oui, mais de toute façon, tu Je veux sors. dire, là, par exemple, en faisant les trucs, là, je me suis Non, fait mais plaisir ça parce que je trouve ça ça dépend cool. du gars, quoi. Mais ce qui est important, c'est quand même, enfin, je veux dire, si t'es dans une optique plus professionnelle, ce qui est important, c'est l'image. Oui, mais tu là, sors, quoi. l'image, que tu sois sur Maya, Blender, XSI ou autre chose, tu sortiras la même. C'est la personne qui fait la différence. Oui, c'est Et pour ça que je dis que ça reste que des outils. Et c'est la simplicité du soft et la facilité. Et si ton soft, il est tellement simple qu'il te fait plaisir et que tu t'amuses avec, tu vas aller plus loin. Moi, sur Guerilla, c'est un truc que j'ai vu, c'est que je vais beaucoup plus loin dans mes rendus. Je m'amuse à ajouter, parce que comme je peux faire tout ce que je veux, comme sur Blender, je m'amuse à ajouter, mais tout ce que je veux. Je vais ajouter du grain, des petits poils, du duvet sur la peau, etc. Et ça, tu peux le faire sur Blender, et ça, c'est cool. Il faut commander les pizzas, là, je crois. Ouais. Donc, on va s'arrêter. parti, Ah, non, mais... On va Ouais, s'arrêter ouais. là. Donc, vas-y Ronan, si tu veux un Ouais, dernier mot. non, mais je voulais juste résumer en fait en disant que en fait la différence c'est que de ce que tu disais en fait c'est simplement que sur Blender les outils sont accessibles quoi. Là où si tu veux passer par des soft pro, il te faut une pléiade d'outils pour apprendre
pour avoir accès à tous ces outils-là, quoi. Voilà, exactement. Et en plus, sur Blender, les outils sont bien pensés, ils sont bien complets, c'est ça la différence. Ouais, C'est ce que pas- je disais en début, au final, le Blender est un excellent logiciel d'introduction à l'univers 3D et de l'imagerie numérique. D'introduction et d'utilisation, tout simplement. On n'est pas Oui, bien obligé. sûr, mais toutes les bases, on les voit à Oui, travers voilà. ce soft. Là où on devrait démarrer 4 ou 5 softs et se faire violence sur les interfaces qu'on pourrait rencontrer. Exactement. Là, genre, Pierre, il fait un compositing et voilà quoi. C'est de base. Tu le fais de base, tu l'apprends de base. Donc c'est vraiment bien. Donc on va s'arrêter là. On vous dit à bientôt pour un autre qu'on espérera plus court. Ce qui va être Ouais, assez mais si on difficile. fait un truc plus court, on parle du bouton ouvrir Blender. Non, comment passer Blender en français. Oh là là, quelle horreur. Ou comment le télécharger. Enfin bref. Donc on Ça s'arrête là, digresse. on vous dit à la prochaine. Et, Juste dernière petite info, il faut changer le site de Blender. Oui. Tu me On en a coupes, pas parlé. on va jamais réussir à finir. Bon allez, à chaud tout le monde. À plus. À plus.